Bonjour à toutes et à tous. Je suis Nathalie Guerreiro, vice-directrice du département de portugais. Pour cette première table ronde, on accueille en collaboration notre collègue de l'ENS, l'enseignant Bruno Anselmi Montagrano, qui va faire la médiation de cette table ronde qui s'intitule c'est la table ronde des écrivains, écriture et déplacement entre le Brésil et la France. Donc, je remercie à Bruno pour avoir accepté cette médiation, mais je remercie aussi chaque écrivain, écrivaine qui est venu ici et que Bruno va présenter. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps de parole, mais pour nous, c'est un vrai plaisir de vous accueillir, de comprendre, connaître et rendre hommage aussi aux travaux que vous avez faits, que vous faites depuis longtemps et qui met le Brésil en valeur. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais tout d'abord, moi aussi, remercier au nom des organisateurs par votre présence pour cette première table ronde de notre rencontre internationale de la francophonie, qui aura pour thème, comme Nathalie vient de dire, l'écriture et le déplacement entre le Brésil et la France. Et pour ce dialogue, nous avons invité 4 écrivains au parcours très varié que je vais essayer tout en justement de résumer. Je commence par M. Leonardo Tonus, qui est professeur des universités à Sorbonne Nouvelle et spécialiste de littérature brésilienne. Il a été nommé en 2015 conseiller littéraire pour le Salon du Livre de Paris, chevalier de Palme académique en 2014, chevalier des arts et des lettres en 2015. Il a publié de nombreux articles sur des auteurs brésiliens contemporains et a coordonné la publication de plusieurs essais et anthologies littéraires. Organisateur du festival 30 ans littéraire brésilien, il est auteur de 3 recueils de poèmes, Agora Vai Ser Assim, de 2018, Inquietações em Tempos de Insônia, 2019, Diários de Mar Aberto, 2021, et j'en passe. En 2023 et 2024, il a remporté le Grand Prix Poésie RATP et en 2023, le prix de meilleur livre indépendant de la Bavière pour la traduction en allemand de son dernier recueil de poésie. Bon, le curriculum de M. Tonus est immense. Je passe à notre deuxième invité, l'écrivain Jean-Paul Delfino, qui est romancier, journaliste et scénariste, et qui a publié une infinité de livres. Je vais citer quelques-uns, mais c'est vraiment difficile à résumer, la quantité de livres, et surtout que ce sont des livres qui s'intéressent souvent au Brésil, qui portent sur le Brésil. Donc, vous avez 7 livres de littérature jeunesse, dont Balduino, Fils du Brésil, plus d'une vingtaine de romans, parmi lesquels on peut citer l'incroyable Suite brésilienne, série composée de 9 romans portant sur l'histoire du Brésil dès la période coloniale jusqu'au XXe siècle, initiée par Corcovado en 2005, prix Amerigo Vespucci. La suite couvre tous les moments clés de notre histoire, comme la traite négrière, le Colombo de Palmarès, l'arrivée de la famille royale portugaise qui vient d'être mentionnée dans l'ouverture, l'indépendance du Brésil, la dictature. Messie Delfino est également l'auteur des essais sur la musique brésilienne et d'une anthologie sur les mythes et légendes du Brésil, parmi d'autres publications. Je parle ensuite de Madame Adriana Brandão, qui est historienne et journaliste au service brésilien de la Radio France Internationale depuis 1997. Elle est docteure en histoire, intervenante extérieure du master d'études luso-brésilien de l'université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand, et elle est notamment l'autrice de Aujourd'hui le Brésil et de l'essai guide encyclopédie Les Brésiliens à Paris au fil des siècles et des arrondissements. Une passionnante voyage par les arrondissements de Paris, évoquant des personnalités brésiliennes et témoignant l'amitié historique entre ces deux peuples. Mélange de guide historique, comme je viens de dire, encyclopédie et essai d'histoire, le livre invite à redécouvrir Paris par le regard des Brésiliens d'aujourd'hui et d'antan, dès l'époque coloniale jusqu'à nos jours. Et finalement, nous avons Nicolai Pinheiro, qui est scénariste, coloriste et dessinateur. Il a fait des études en art plastique à Montpellier et de 2007, il s'est dédié à l'illustration et
à l'écriture des bandes dessinées, ayant signé une dizaine d'albums chez différents éditeurs, où il traverse plusieurs registres du récit historique au polar. Il fait également partie des artistes sélectionnés dans le programme Illustrer le Grand Paris. Parmi ses publications, on peut citer La drôle de vie de Bibo Bradley, pardon pour la prononciation, adaptation du roman de Axel Sandres, et Un avion sans ailes, qui a remporté l'Éléphant d'Or au Festival international de la BD de Chambéry en 2022. Le Brésil est souvent le décor de ces histoires, comme dans L'Appât la nuit, ou encore Ivo a mis les voiles, adaptation du roman brésilien Cimetière de Genavus. Merci à tous et à toutes d'être là, d'être venus, d'accepter cette invitation. Et donc, pour commencer, aujourd'hui, comme je viens de vous démontrer, nous avons 4 approches assez différentes du savoir littéraire, entre poésie, roman, essai historique, bande dessinée. Ce sont des approches assez différentes, mais on peut rencontrer dans vos parcours aussi personnels que professionnels un fort lien avec la France et le Brésil, promouvant le dialogue entre ces deux cultures. À partir de ces caractéristiques partagées, donc, je voudrais vous poser la question suivante. Quelle relation avez-vous établie entre la France et le Brésil, tant au niveau de vos parcours personnels que littéraires? On peut suivre l'ordre du programme, peut-être, ou sinon... Ladies first. Voilà, je suis la seule, hein, et la Natalia Tobo. Ça marche là? Ça, vous m'entendez? Donc, moi je dirais, d'abord je voudrais remercier Simel, Natalia et Lyon 3 pour l'invitation. Je suis vraiment honorée d'être là et de faire partie de cette table qui me considère comme une écrivaine. Je suis vraiment très contente. Moi, je me considère comme une journaliste qui écrit des livres. Et pour répondre à la question, une journaliste qui est vraiment au cœur de cette question. C'est ma profession de faire cette liaison entre la France et le Brésil. Je suis venue en France pour poursuivre mes études. Je suis journaliste de formation. J'ai travaillé comme journaliste au Brésil. Je suis arrivée en France en 1990. J'ai dû d'abord apprendre le français. Je parlais rien du tout. Et après, j'ai fait une maîtrise en cinéma et audiovisuel, en DEA et une thèse en histoire. J'ai commencé à travailler à RFI en 1997. Et à RFI, on fait ça. On fait cette liaison entre la France et le Brésil. Quotidiennement, je parle des actualités françaises, européennes et mondiales pour les Brésiliens. Et cette relation qui a été maintes fois répétée ici, historique, entre la France et le Brésil, est au cœur de mon travail. On met en lumière des parcours des Français lusophones qui ont des projets avec le Brésil, des Français historiques ou contemporains, et l'inverse, des Français lusophones qui sont au Brésil et qui ont des projets avec le Brésil. J'ai commencé à faire des livres. D'ailleurs, c'est assez sympa parce que deux des écrivains qui sont à cette table sont un super exemple de mon travail. J'ai interviewé à maintes reprises Delfino, que d'ailleurs j'ai connu à Lyon. Donc on a commencé, je crois que c'était Corcovado, le premier livre. Et Leonardo Tonus, je l'ai interviewé aussi à maintes reprises comme professeur, producteur culturel du printemps littéraire, un événement qui est très important pour le Brésil, pour la France, et la programmation à Paris, et aussi comme écrivain, depuis qu'il a commencé à publier ses livres de poèmes, et depuis qu'il a été primé aussi, on a eu l'opportunité de les recevoir souvent à RFI.
Et puis, un peu plus tard, j'ai commencé à écrire des livres. On m'a demandé, c'était d'abord des commandes. Et là, j'ai emprunté les chemins inverses. Donc, j'ai commencé à parler du Brésil en français, en France, pour les Français. Et puis, j'ai une écriture journalistique, mais je considère que j'ai fait du journalisme littéraire. Je raconte des histoires basées sur des faits réels, mais je les raconte à ma façon, avec mon regard de franco-brésilienne. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Bruno. Et d'ailleurs, merci pour... Merci à vous. Peut-être c'est plus simple ici. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour chers collègues de table, mes chers collègues aussi universitaires, et bonjour à toutes les étudiantes et tous les étudiants ici présents. Tout d'abord, donc, je voulais remercier l'Université Lyon 3 pour cette invitation, remercier particulièrement mes collègues Nathalie et Simri qui travaillent en fait, qui œuvrent en fait tous les jours dans ce processus de transmission de savoir et en établissant, pardon, je suis désolé, j'ai une très grosse allergie ce matin, et les ponts entre le Brésil et la France. Remercier Bruno aussi pour cette médiation. Et donc, je vais revenir à votre question, en fait, concernant ces liens que j'ai pu établir tout au long en fait, de mon parcours à la fois personnel, professionnel et d'écrivain. Et je suis un peu comme Adrien ici, je me suis honoré d'être invité souvent comme écrivain. Je suis d'abord invité comme professeur. C'est un peu difficile, je dirais, de résumer 37 ans de vie en France, 25 ans en fait, d'expérience dans l'enseignement français, en quelques mots. Mais la France, en fait, n'a pas été déjà l'endroit qui m'a été destiné dans vie. Je suis tombé par hasard en France. Déjà, j'étais musicien au Brésil. Je ne parlais pas un mot de français. J'ai étudié l'allemand, ce qui est très pratique pour vivre à Paris, en France. Je suis venu à Paris tout simplement parce que le billet était moins cher à l'époque. Et depuis, en fait, je suis tombé amoureux de la France. D'ailleurs, mon premier contact avec la France, c'était même pas Paris, mais c'était Pamar. Est-ce que vous voyez, ça se trouve Pamar, à côté du port de Guilvinec, dans le Finistère Sud. C'était très pratique aussi pour apprendre le français dans une famille bretonne. Donc, c'était un hasard. Et cette première approche avec la France n'était pas simple. Donc, on a dû, pendant des longues années, en fait, namorar, en fait, s'approcher, voilà, flirter, jusqu'à concevoir ce mariage qui finalement n'a été conçu que l'année dernière, puisque l'année dernière, j'ai finalement accepté de demander la nationalité française, au bout de 37 ans. C'était un long chemin. Alors, donc, résumé, en fait, ce parcours, je pourrais parler des accords scientifiques que j'ai pu établir, toute cette carrière. Mais je pense que le plus important, c'est peut-être de revenir à quelques mots qui ont été cités ce matin, à la fois par le président de l'université, le vice-président, le consul honoraire et aussi mes collègues. Ce sont des mots, lien, pont, altérité, déplacement, comme a aussi cité Bruno, et qui résument un peu notre rôle. Je parle aussi du rôle de mes collègues. Nous sommes aussi, en fait, ceux qui vont transmettre un savoir, mais nous sommes avant tout des passeurs. J'aime bien ce terme de passeur. Tout d'abord, le passeur, on va dire, de culture, qui établissent en fait le passage. Le passeur aussi entre deux langues. On va revenir sur la question linguistique. En fait, le passeur dans la dimension non pas de la traduction, la Genauigkeit, je parle encore allemand, établir en fait ce contact précis entre deux cultures de langue, mais plutôt dans le sens, on va dire, ancien de la translation, du passage, qui reste toujours en passage. Et passeur aussi, j'aime bien penser à ce rôle un peu illicite du passeur. Parce qu'en fait, lorsqu'on devient producteur culturel, comme vous avez dit, ou alors tout simplement écrivain, nous jouons un peu dans ce domaine, puisque l'art est là, non pas pour, on va dire, assurer les dogmes et les systèmes, mais justement pour questionner, interroger tout ce système. Et donc, en tant que passeurs, nous sommes là justement pour
créer cette friction entre les deux pays et de cette friction établir ces dialogues entre les diverses cultures. Donc voilà, c'est un peu ça, je dirais, comment on pourrait résumer mon rôle et comment en fait j'envisage mon rôle à la fois non pas de professeur mais de pédagogue. Je pense qu'on est toujours un pédagogue, même en étant professeur des universités, autant qu'écrivain ou tout simplement en tant que citoyen, bicitoyen brésilien et français vivant ici depuis une trentaine d'années. Et pour être très bref, en fait, en ce qui concerne en fait, ma production littéraire, je ne me considère pas comme écrivain, je me considère un peu comme Adrian, voilà, un professeur ou quelqu'un qui écrit. Et voilà, cela se fait par le biais de la poésie. Et c'est curieux parce que souvent on me dit, voilà, vous êtes un écrivain brésilien en France, vous êtes un écrivain français qui écrit parfois en portugais, je ne sais pas vous dire ça. C'est vrai qu'il y a très peu, on va dire, de l'imaginaire attendu du Brésil dans mon écriture. Peut-être que Bruno va revenir là-dessus. Les Brésiliens peut-être s'attendaient à voir beaucoup de France dans mon écriture. Or, la France, elle apparaît, on va dire, entre les lignes. Et je vais revenir après sur la notion de l'antre. Et pareil, le Brésil revient entre les lignes, ou alors il revient dans une chose que je trouve essentielle dans toutes sortes d'écritures, il vient dans la respiration. Je respire encore un peu en portugais et je respire beaucoup aussi en français. Merci beaucoup. Merci, professeur. Et je passe la parole à M. Delfino. Jean-Paul. C'est mieux que M. Delfino. Donc, en ce qui me concerne, c'est d'abord merci infiniment. Alors, je ne suis pas très fort en protocole, mais je remercie l'université, le consulat, et surtout, ça m'a beaucoup touché quand les discours ont commencé tout à l'heure, pour tous les gens qui sont dans l'ombre et sans qui on ne pourrait pas avoir ce genre de rencontres. Donc merci à eux également. Et puis aussi merci au public qui est là, parce que je sais hélas depuis 25 ans que j'écris des livres, qu'il est de plus en plus difficile de faire venir des gens à des rencontres culturelles. Bon, les étudiants, vous êtes obligés de venir, sinon vous aurez de mauvaises notes, je sais bien. Mais laissez-moi rêver encore un peu. Il y en a une derrière, elle fait comme ça. Oui, il a raison. Bref, pour répondre à votre question, il y a un mot que je me permettrai d'ajouter à ce qu'a dit Leonardo et que je n'ai pas encore entendu, c'est le mot amour. Pour moi, ma trajectoire est d'une simplicité absolue. Je viens d'une petite cité ouvrière à côté de Marseille qui s'appelle Berlétan, qui était une cité assez dangereuse où il n'y avait absolument pas un Brésilien. Du Brésil, je ne connaissais rien, sauf deux choses. Une espèce de génie qui s'appelait Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé, qui m'a remis mon premier prix littéraire, d'ailleurs. Ça, on en reparlera peut-être. Et puis, au mois de février, mars, je ne me souviens pas. Alors, je vous parle du temps où les télés faisaient 120 kilos, il y avait 2 chaînes à la télévision. Et une fois par an, il y avait un sujet en noir et blanc avec des femmes somptueuses qui se promenaient avec des plumes comme tout costume. Et je me suis dit, mais quel est ce pays merveilleux? J'avais 8-10 ans à l'époque. Mais déjà, j'étais très, très intéressé par ce qui sortait de l'ordinaire. Et puis, bon, j'ai fait mes études de journalisme. Le Brésil a commencé à... je crois que le Brésil est anthropophage, en fait. Le Brésil, quand vous avez la chance qu'il vous dévore, hein, il vous digère et il vous recrée de façon différente à ce que vous étiez auparavant. Et je pourrais vous citer des milliers d'exemples de gens qui ont eu le virus du Brésil et qui sont des ayatollahs du Brésil. Mais vraiment, ils sont plus brésiliens que les Brésiliens eux-mêmes. Ils parlent brésilien couramment et l'immense majorité n'a jamais mis un pied au Brésil. Ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours sidéré. Bref, en ce qui me concerne, pour aller rapidement, je sors par le plus grand des hasards, j'insiste, major de promo de l'Institut de journalisme de Bordeaux, et je me retrouve à un concert, une queue de concert totalement improbable à Saint-Martin-de-Crau, minuscule ville aux alentours de Aix-Marseille, et un concert de Baden-Powell. Alors évidemment, je martyrisais ma guitare depuis déjà, j'avais 20 ans, donc depuis 10 ans à l'époque, et je me suis dit, bon, Baden-Powell, mais je ne peux pas louper Baden-Powell, c'est pas possible. Hein. Donc je vais voir le concert, je tombe fou amoureux du concert, et au moment de la clôture du concert, j'essaie de passer backstage, je me fais refouler comme un Marseillais, et finalement je la joue à la Marseillaise, c'est-à-dire je me faufile entre les toiles de tente, et je rencontre Baden-Powell qui me donne rendez-vous
pour ma première interview. L'interview a eu lieu le lendemain, elle a duré 7 heures d'affilée. Je suis parti, c'est ma voiture qui conduisait, c'était pas moi, parce qu'on a bu énormément tous les deux. Et Baden m'a ouvert le premier les portes du Brésil. Il m'a parlé de musique, bien évidemment, mais il m'a parlé de candomblé, umbanda, kimbanda, orisha, pai de santo, mai de santo. Et là, je me suis dit, mais c'est merveilleux. Et l'histoire est presque finie, hein, je vais assez rapidement. Je sais que je parle beaucoup, n'hésitez pas à me couper, mais le lendemain matin, je suis allé, jeune journaliste, major de promo, donc je suis allé dans les librairies aixoises qui à l'époque étaient plus nombreuses qu'aujourd'hui, et j'ai dit, est-ce que vous pourriez m'indiquer, j'étais persuadé qu'il y avait un mur tapissé des exégètes de Baden-Powell. On m'a dit, Baden-Powell, oui, allez au rayon spiritualité. J'ai dit, non, mais c'est pas Baden-Powell qui a inventé le scoutisme qui m'intéresse, c'est Baden-Powell, le musicien. Ah, et qu'est-ce qu'il fait? J'ai dit, il fait de la bossa nova. De la quoi? Du samba. Allez au rayon Argentine. Et là, je me suis rendu compte, à ma surprise la plus totale, qu'il n'existait aucun livre sur la musique brésilienne en Europe. Donc, partant de là, c'est là où je me suis fait dévorer par le Brésil. J'ai rencontré donc Baden. Après, tel le petit Rastignac, sans beaucoup de moyens, je suis allé à Paris, j'ai rencontré les Français du Brésil, Pierre Barou, Georges Moustaki, Claude Nougaro. Et ensuite, j'ai fait le grand saut jusqu'au Brésil, où là, ça a été absolument miraculeux. Donc, j'ai rencontré les Ronaldo Bosch, Colina Ralean, Gilberto Gil, Caetano, Betagne, enfin, j'en cite, il y en a eu énormément. Et puis, les livres se sont enchaînés les uns derrière les autres. Et la suite brésilienne qui compte 9 tomes, moi, au bout de Corcovado, je me suis dit, ça y est, j'ai payé ma dette d'amour pour le Brésil, sauf que non. C'est-à-dire que le livre a immédiatement été traduit au Brésil. Ils m'ont fait la couverture, une double page exclusive dans le Globe et au Estado de São Paulo, où je me souviens, là je vais pleurer, je vous le dis, je suis un gros sentimental. À la fin, la conclusion était Jean-Paul Delfino a écrit la plus belle lettre d'amour qu'un Français ait jamais écrit au Brésil. Donc après, je vous promets, enfin, si vous rentrez en littérature, si vous écrivez sur le Brésil, ou si vous êtes brésilien, vous écrivez sur la France, je ne sais pas si ça fonctionne obligatoirement, mais en tout cas, les Français qui écrivent sur le Brésil, et je crois le faire pour de bonnes raisons, se font absorber. Donc derrière, il y a eu des livres sur la musique brésilienne, des contes et légendes sur le Brésil, et on en parlera tout à l'heure. Là, je suis en train de mettre au point une collection unique au monde de romans sur les grands artistes de la musique brésilienne. Donc voilà comment ma relation s'est faite malgré moi. Je pense que je vais porter plainte. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent de Balance ton port ou MeToo en ce qui concerne les écrivains français violés par le Brésil, mais j'accepte ce viol avec un plaisir absolu. Bonjour, alors je suis très content d'être ici. Je vous remercie aussi pour l'invitation et je vous remercie à tous d'être là. Alors on m'a dit que j'allais parler de ma relation avec la langue brésilienne et la langue française. Je me suis dit chouette, je vais pouvoir parler d'un sujet qui a traversé toute ma vie. Et en même temps, je me suis rendu compte que je ne savais pas trop par quel bout prendre cette question-là. Moi, je suis né d'une mère française, d'un père brésilien, donc j'ai été toute ma vie entre ces deux langues. Et pour autant, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Voilà, il y a eu des phases, il y a eu des moments d'accrochage, de tension, d'éloignement, etc. De rapprochement aussi. Quand j'avais 3 ans, donc j'ai grandi, mes 3 premières années, j'étais en France. Donc la première langue que j'ai parlé, c'était le français. Et quand je suis arrivé au Brésil, j'ai appris le portugais avec cette chose incroyable qu'est le cerveau d'un petit enfant. Donc en quelques semaines, en quelques mois, j'ai appris le portugais. Donc je m'en souviens pas, mais je pense que j'en ai gardé une espèce de sentiment un peu étrange que tout ça a été très facile et très simple. Et ensuite, mon rapport à ces deux langues s'est inversé. Enfin, je suis devenu plus à l'aise en portugais parce que je vivais au Brésil. Et ça a été marqué aussi par la vie que je menais là-bas, c'est-à-dire que j'étais élève dans un lycée franco-brésilien, donc le français, c'était la langue des profs de la discipline, et puis le portugais, c'était la langue qu'on parlait quand retentissait la sonnerie et qu'on allait à la récré. Et quand j'ai eu 18 ans, je suis venu en France, un peu sans savoir pourquoi, en me disant que j'allais peut-être rester quelques mois ou un an pour faire des études d'art plastique. J'avais déjà en tête l'idée de faire de la bande dessinée, mais c'était encore très confus dans ma tête à ce moment-là. Et le fait de rester en France aussi. Et à ce moment-là, il y a eu une deuxième cassure, un deuxième point de bascule dans ma relation avec ces deux langues. C'est que j'ai compris, moi je pensais que je parlais français couramment parce que je parlais français avec ma mère
et que j'entendais mes profs et que j'ai passé mon bac comme tous les élèves français, bien qu'étant à Rio. Et en arrivant ici, je me suis rendu compte que je parlais un français étrange, qui était un mélange des expressions de ma mère, donc des expressions d'une banlieusarde des années 70-80, de Vitry-sur-Seine, banlieue parisienne. Donc je disais des choses du genre « oh la vache !» Et les gens me regardaient, on est en 2003-2004, donc les gens me regardaient comme ça, me disaient « mais comment il parle ?» Et en même temps, j'avais un français très précieux, parce que c'était le français de mes profs du lycée. Voilà. Et donc, il m'a fallu un temps pour m'admettre à moi-même que ce français que je pensais maîtriser parfaitement, je le parlais d'une manière un peu particulière. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'arrive à parler français couramment. J'en ai fait une espèce d'obsession. Ça m'a transporté comme ça pendant mes premiers mois, mes premières années, même en France. Et petit à petit, le rapport s'est à nouveau inversé. C'est-à-dire que depuis, donc je vis en France depuis, et depuis, je parle mieux français. Maintenant, c'est quand je rentre au Brésil que je sens que mon portugais est un peu engoncé. Voilà. Donc, comme quoi, on n'est jamais tout à fait bilingue. Et pour parler un peu de mon travail en tant qu'auteur de BD, la France a eu une importance décisive dans ce qui allait être mon parcours, parce que, ayant grandi au Brésil, je lisais les seuls BD qu'on trouve dans les bancas de jornal, dans les kiosques au Brésil, c'est-à-dire des BD américaines, ou alors Turma da Mônica, que tous les Brésiliens ont lu. Mais étant adolescent, je lisais ce qu'on appelle les comics, donc des BD américaines, et j'étais vraiment, comme beaucoup de jeunes Brésiliens, voilà, sous la sphère d'influence culturelle américaine à fond. Et un beau jour, quand j'avais 15 ans, m'a tendu une BD d'un auteur qui s'appelle Milo Manara, qui est un auteur italien, mais l'édition était en français. Et cette BD m'a ouvert les portes de la BD européenne. Et j'ai été fasciné par Milo Manara, qui en plus faisait des trucs un peu affriolants. Donc peut-être que l'adolescent que j'étais a vu qu'il y avait une BD européenne qui parlait un langage plus adulte et plus franc que ce que j'avais lu jusque-là. Et à ce moment-là, c'est décidé d'une certaine manière, sans que je m'en rende compte, quelque chose de décisif dans ma vie. C'est-à-dire qu'en m'intéressant à la BD française, je me suis dit un jour que j'allais peut-être venir en France faire des études d'art plastique, et puis j'ai fini par rester ici, faire de la BD. Et cette obsession du langage, comme ce dont je vous parlais à l'instant, que j'ai connu quand je suis arrivé ici et que je me suis rendu compte que le français n'était pas un acquis pour moi, que ça coulait pas de source, je l'ai retrouvé quelques années plus tard quand j'ai commencé à publier des BD et à écrire des scénarios. Et s'est posé la question de la retranscription, du parler, de l'oralité. Alors les dialogues sont très importants en BD, on peut avoir une voix off, une narration, mais l'essentiel du texte en général se fait dans des dialogues. J'ai sélectionné des extraits tout à l'heure, on va peut-être en parler, et j'ai pu donner libre cours en quelque sorte à cette obsession que j'avais depuis toujours de qu'est-ce que c'est que de parler de manière spontanée, comment on retranscrit ça, est-ce qu'on est dans une forme de mimétisme absolu ou est-ce qu'on essaie de jouer avec. Et encore plus tard, j'ai publié une première BD qui s'appelle Lapa la nuit, donc qui se passe dans le quartier de Lapa de Rio. Et là, j'ai découvert encore une nouvelle profondeur dans la complexité de cette question, c'est-à-dire comment faire parler des personnages qui sont des personnages brésiliens en français et comment traduire un langage spontané avec tout ce qui charrie de représentation, d'archétypes, etc. Comment le faire en français et voilà, et j'en suis toujours à me poser ce genre de questions jusqu'à maintenant, et je pense que ça va me transporter toute ma vie peut-être. Voilà. Bon, merci aux quatre. Et maintenant, je voudrais passer d'une manière plus spécifique à vos productions, mais surtout au rapport entre vos productions et cette connexion, ce virus. Je vais prendre la métaphore très
très belle de Jean-Paul. Le virus amoureux du Brésil, mais j'ajouterais aussi de la France, parce que parfois ça se fait dans le sens inverse. Donc, en tant qu'écrivain et écrivaine, entre deux mondes, nous pouvons considérer que vous traduisez une culture à l'autre, choisissant des éléments que vous trouvez pertinents et intéressants, en même temps que fatalement, vous devez laisser d'autres aspects de côté. Ressentez-vous que cette tâche de présentation et représentation d'une culture à l'autre, ça se révèle plutôt une responsabilité ou une opportunité? Comme le fait d'être chacun à sa manière entre deux cultures affecte vos productions et leur réception des deux côtés de l'Atlantique. Et j'ajoute une dernière partie pour inclure l'aspect linguistique qui touche certains d'entre vous, parce que vous faites parfois une production à cheval entre francophonie et lusophonie. Et donc, quels sont les défis en ce qui concerne l'écriture en langue étrangère ou en langue presque étrangère? Beaucoup de choses. On peut reprendre l'ordre. C'est sympa les micros parce que c'est que celui-là qui ne marche pas, mais là du coup le micro est passé. Tout le monde a utilisé les mots. Je vais commencer à répondre à cette question parce que Nicolas il a parlé de cette cassure. Vous avez utilisé les mots cassure pour parler de cette rentrée au Brésil. Donc les Français après les Portugais et après les Français à nouveau. Dès que j'ouvre la bouche en France, on me demande d'où vient cet accent sympathique. Donc je garde toujours mon accent, donc je dois expliquer d'où je viens, comment je suis arrivée en France. Et actuellement, dès que je vais au Brésil, on a... Ça ne marche pas. Allô, voilà. Je ne sais pas si tout le monde a entendu. J'ai une voix qui porte. Hein. Habitude des ondes. Donc, dès que je vais au Brésil, on a plusieurs accents par région. Je crois qu'il y a Celso Cunha qui a dit qu'on a 6 dialectes, je crois, au Brésil, en fonction des régions d'où on vient. Mais aujourd'hui, dès que je vais au Brésil, on me dit est-ce que vous êtes étrangère parce que vous n'avez pas d'accent, vous n'avez pas un accent qu'on puisse localiser. Et là, je suis hyper fâchée. Je dis, mais c'est pas possible, je suis quand même brésilienne, on ne va pas me dire que je suis étrangère. Donc, je suis actuellement, si je pourrais me définir, c'est ça, je suis au milieu de l'Atlantique, je suis vraiment entre ces deux cultures et j'essaye de parler aux deux et de traduire les deux cultures vers un côté de l'Atlantique et vers l'autre côté de l'Atlantique. Donc, je considère que j'ai une grande opportunité de travailler à RFI parce que ça me permet vraiment d'être au bon endroit pour faire cette traduction de deux cultures. Et c'est moi en même temps. Je suis ça, je suis les fruits de cette rencontre de ces deux pays. Donc, et puis, j'ai déjà oublié la question. Hein? Oui, c'était en plusieurs parties. Et surtout, la question d'écrire en langue étrangère ou l'influence d'une langue à l'autre dans votre écriture. Voilà, donc ça répond aussi un peu. À RFI, j'écris quotidiennement. Je me base souvent sur des textes en français. Donc, j'ai fait une sorte de traduction simultanée à mon travail. Et on commet énormément de gallicisme. Et des fois, les auditeurs, ils sont impressionnés. Ils disent, mais vous êtes en train d'inventer un mot. Mais on invente des mots tous les jours. Mais des mots qui, pour nous, ont des sens. Parce que pour nous, ça veut dire quelque chose. Parce que c'est un mot qu'on prend du vocabulaire français et on transforme en portugais. Mais on ne se rend pas compte qu'on fait ça. Et c'est les regards de l'autre, c'est les auditeurs
qui nous explique, mais ces mots n'existent pas. Donc, il faut être hyper attentif, mais en même temps, c'est très sympa. On fait du néologisme quotidien, presque. Et de l'autre côté, écrire en français, c'est un défi énorme. La syntaxe portugaise, pour ne pas dire brésilienne, la syntaxe portugaise-française, elles ont beaucoup de similitudes, mais c'est très différent en même temps. Donc, et en même temps, c'est très stimulant. Et faire les deux, parce qu'écrire en français et écrire en portugais en se basant sur des sources françaises, c'est un vrai défi. Et en même temps, c'est super quand on voit que ça marche et qu'on arrive quand même à communiquer avec les gens. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais voilà, c'est un énorme défi. Et j'espère que je suis à l'auteur de ce défi-là. Et voilà. Tu préfères le micro? Je préfère le micro, oui. Je suis plus à l'aise. Bon, comme tout prof, j'ai pris note des 3 mots-clés que Bruno a évoqués ici: responsabilité, réception et défi entre les langues. Alors, je pense tout d'abord que écrire, c'est toujours un acte de responsabilité envers le monde. Je ne peux pas concevoir mon écriture sans en fait ce compromis avec le monde. Et donc cela pouvait dire aussi cet engagement avec, on va dire, tout ce que se passe aujourd'hui de très beau, de l'amour, mais aussi de tout ce qui, on va dire, la dimension tragique de ce que nous vivons tous les jours. Et peut-être c'est pour ça que mon écriture, et bon, là aussi, il y a une question d'un parcours personnel, est traversée par la question de la migrance. On dit souvent, tu écris beaucoup sur la migrance. Oui, c'est mon thème de recherche. Je suis né migrant, je suis né en situation de migrance, et après je vais vous raconter l'histoire que me traverse, famille d'origine portugaise, italienne, partie portugaise venant d'Afrique, moi-même migrant en France en 88, tombant par hasard ici, traversé par plusieurs langues. Donc c'est un acte de responsabilité, c'est un acte de responsabilité aussi envers les lecteurs, parce que la lecture est un acte de générosité. Je veux dire, concevoir aujourd'hui, en 2025, quelqu'un qui prend un livre et qui va en fait, pendant quelques heures, être dans votre monde, c'est un acte de générosité. Il faut toujours respecter, à mon avis, ce lecteur. Voilà, première question. Deuxième question, la question de la réception. Alors, la réception est toujours un peu curieuse, parce que là, je me rappelle un peu d'un autre écrivain brésilien qui s'appelle Samuel Ravet. Comme vous avez bien compris le nom, tout à fait d'origine brésilienne. Il était juif polonais, émigré au Brésil dans les années 30. Et en 1956, au moment où en fait, Guimarães Rosa publie Le Grande Sertão Veredas, il publie une série, un recueil de nouvelles qui s'appelle Contos do Migrante, donc les nouvelles de l'immigrant, où la critique remarque quelque chose d'étrange. Alors, cette étrangeté, elle ne vient pas simplement de la question de la thématique, la question de l'immigration traversait déjà la littérature brésilienne, elle vient en fait de cette respiration qui traverse sa langue, son langage. Il écrit en portugais, mais est traversé par d'autres langues, notamment le yiddish. Et on sent une respiration dans ce texte. Et là, je reviens en fait à votre troisième question. Effectivement, en fait, nous tous ici, nous sommes traversés par deux cultures. Donc Nicolas parlait de cassure. Moi-même, j'ai vécu cette cassure dans une époque préhistorique où tu étais encore peut-être pas né. Je suis arrivé en France en 88, donc j'avais 21 ans. Alors 88, c'est on va dire une décennie où on va dire Internet n'existait pas, le portable n'existait pas, le téléphone c'était à la carte, ou alors avec les pièces. Souvent, quand on trouvait une cabine téléphonique qui ne marchait pas, c'était très bien parce qu'on mettait une pièce avec un fil comme ça. Et on pouvait parler pendant des heures. C'est-à-dire que le seul moyen de contact avec ma famille lorsque je suis arrivé en France était, on va dire, de 3 minutes par mois. J'entendais 3 minutes par mois. Donc ma famille et bien sûr le contact par le biais des lettres. Et je suis tombé dans une famille, donc je suis très fier de le dire, pendant toute une année, la première année, j'étais jeune homme au pair, je revendique le statut de jeune homme au pair. Et j'étais tombé dans une famille où c'est là où j'ai appris le français, où c'est là, en fait, je suis né à nouveau, mais en français. Parce que je ne connais pas un mot de français. Je ne savais pas parler
un seul mot de cette langue. Donc j'ai traversé fortement par cette cassure parce qu'au bout de 6 mois, je ne parlais plus portugais non plus. Donc je ne parlais plus aucune langue. J'étais traversé par ces plusieurs langues. C'est quelque chose de très violent. Et je pense que Nicolas a vécu ça. C'est extrêmement violent parce qu'on se reconnaît nulle part. Mais aussi, c'est une force. Hein, et lorsqu'on accepte d'être traversé par ces plusieurs langues, j'ai découvert aussi que j'avais une langue grand-maternelle. Le jour où je suis allé dans ma famille à côté des Udine, et les personnes âgées se sont mis à parler en friulano. Et j'ai compris le friulano, parce que mon grand-père me parlait en friulano. Et aujourd'hui, je parle anglais, je parle italien, je parle espagnol, je parle suédois. Donc, je veux dire, et se réveiller, pour moi, toujours une aventure. Je ne sais pas dans quelle langue je vais me réveiller tous les jours. Et je ne sais pas dans quelle langue, finalement, j'écris. Je pense que j'écris en portugais parfois, mais lorsque j'envoie mon éditeur, il dit « c'est une syntaxe française, vous avez employé des mots qui n'existent pas en portugais, et quand j'écris en français, c'est la même chose. Je suis traversé par des lusismes, par des gallicismes. » À mon âge, sincèrement. Voilà, c'est comme ça. Et point final. Voilà, je préfère donc évoquer cette image, peut-être on va revenir par la suite, que j'écris pas dans une autre langue, j'écris dans l'antre. Et j'aime bien vivre dans l'antre, dans cet espace toujours de passage, de translation entre plusieurs cultures, plusieurs en fait musicalités de langue, plusieurs langues. Et voilà. Et je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Tout à fait. Tout à fait. Donc, en ce qui me concerne, c'est assez amusant aussi. J'écoutais ce que disait Adrien d'abord. Et moi aussi, dès que je dépasse Avignon, j'habite Aix-en-Provence, et on me pose toujours la question, mais quel est cet accent ? Il est tellement charmant. Vous apportez le soleil avec vous. Donc ça aussi, je le connais. Et pour revenir sur ce que disait Leonardo, moi, je suis arrivé au Brésil par hasard ou parce que le Brésil est venu me chercher, et je me retrouve toujours entre, c'est-à-dire mon premier livre s'appelle Brasil Bossa Nova, et je l'ai écrit parce que rien n'avait été écrit sur la musique populaire brésilienne, a fortiori sur la bossa nova. Mais quand ça s'est su dans ma famille, qui est une famille, et j'en suis très fier, de prolétariens, et même de sous-prolétariens, parce que mineur de fond pour mon grand-père, trieuse pour ma grand-mère, etc. Quand ils ont su que je partais au Brésil la première fois, leur réaction a été extraordinaire. Ils sont allés raconter dans tout le village où ils habitent, dans les Cévennes, en disant « Notre petit-fils part aux Amériques ». Alors déjà, c'est pour vous dire un petit peu, là on est en 86, l'image que le Brésil n'avait pas par rapport à la France. Et là, je crois que c'est quelque chose, dans chaque écrivain homme ou femme, je pense qu'il y a un Don Quichotte qui sommeille. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est comme si j'avais rencontré le Brésil. Le livre n'était pas encore terminé, mais j'avais rencontré le Brésil. Et je voulais le présenter à ma famille et à mes amis, qui se piquaient en plus d'être des grands lecteurs, des grands musiciens, et je leur parlais du Brésil, et c'était toujours la même réponse. Ah oui, le Brésil, on parle espagnol, c'est au Brésil que le tango a été inventé. Enfin, tout un tas de bêtises absolues, je vous passe évidemment Rio de Janeiro, capitale du Brésil, pas Brasilia, etc. Et donc c'est comme si vous présentez aux gens que vous aimez une femme ou un homme dont vous venez de tomber amoureux, et tout le monde dit il ou elle est... Je parle yel maintenant, vous avez vu, je fais des progrès énormes. Donc, il ou elle est magnifique, mais ils ne comprennent pas pourquoi elle est magnifique. Et je crois que, fondamentalement, dès le début, moi, ce qui m'a intéressé, ça a été de rendre justice. Alors, je ne suis pas Zorro, bien évidemment, mais à mon tout petit niveau, le Brésil m'a tellement donné que j'ai toujours essayé de rendre au centuple, si je pouvais, ce que je connaissais du Brésil. Et sur la musique brésilienne, oui, je suis aujourd'hui considéré comme l'un des 2 spécialistes mondiaux de bossa nova et même un peu plus de MPB, de musique populaire brésilienne, et j'en suis fier, mais pas pour moi. L'auteur n'a strictement aucune importance. L'essentiel, comme disait Leonardo, c'est la transmission.
ici, tous les 4, tous les 5, enfin ici tous ensemble, nous ne sommes que des passeurs. Et vous, les étudiants, quand vous serez professeur, traducteur ou je ne sais pas, dans le corps consulaire, vous ne serez que des passeurs. Donc moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'a toujours intéressé dans les livres, c'est essayer non pas de redorer le blason du Brésil, il n'a pas besoin de moi pour ça, parce que le Brésil, j'en parle de l'intérieur et de l'extérieur, parce que je ne serai jamais brésilien, mais quand le Salon du Livre de Paris est organisé, je fais partie de l'effectif des auteurs brésiliens. Donc je ne sais pas en fait qui je suis. Et j'ai trouvé, pour faire court, finalement, je crois, la meilleure définition, je vous rassure, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Blaise Cendrars, un auteur dont on ne parle plus assez aujourd'hui, mais enfin ainsi, l'or et qu'est-ce qu'il a écrit encore ? Le Transsibérien, ça déjà c'est un tape au niveau faculté, mais je parle collège, lycée, à part l'or on ne connaît rien de lui. Et lui il avait une réponse formidable, il disait « moi je suis citoyen du monde ». Et je pense que moi, effectivement, je suis un citoyen du monde qui suis au service du Brésil. Et j'essaye, enfin, dès le début, dès que j'ai écrit Brasil Bossa Nova, mon objectif et même mon obsession complète, ça a été, parce que, et là je tairai les noms parce que j'ai pas envie de partir en procès pour diffamation, mais pour moi, il y a 2 types de personnes. Il y a les personnes qui se servent du Brésil pour leur propre compte, et puis il y a les personnes qui, plus humblement, tentent de servir le Brésil parce qu'ils l'aiment vraiment. Moi, évidemment, je ne peux pas être à la fois à la fenêtre et me regarder passer dans la rue, donc je ne suis pas objectif, mais j'ai toujours essayé, dans tous les livres que j'ai faits, et y compris dans la collection de romans sur la musique brésilienne, mon seul objectif, c'est essayer de raconter aux gens que le Brésil ne s'arrête pas. Alors avant, c'était simple, c'était samba, carnaval, football. Maintenant, il faut ajouter guerra de gang, il faut ajouter Bolsonaro, je suis désolé, pour moi c'est un gros mot, mais il faut ajouter quand même le virage à l'extrême droite du Brésil. Et donc, je crois que quand on est écrivain, comme le disait Léonard, et comme toi tu le dis et le fais tous les jours avec RFI, on est là pour témoigner, mais on est là aussi pour s'engager. Alors, effectivement, là, l'entrisme, comme tu disais, toi encore, tu es brésilien, mais moi, je ne suis même pas brésilien, donc de quel droit je me mêle des affaires du Brésil? Et en même temps, qui est-ce qui va venir et on a dit université, pas de gros mots. Qui est-ce qui va venir m'embêter parce que je fais de la réappropriation culturelle? Oui, j'ai écrit 4 ou 5 livres sur la musique brésilienne qui contiennent des interviews qu'aucun Brésilien n'a jamais fait. Je ne suis pas brésilien, donc je n'ai pas le droit d'écrire sur le Brésil. Ben si, je vous emmerde, excusez-moi, mais je crois que c'est le ressort même de la littérature, c'est l'exercice de la liberté. Et oui, j'ai écrit Zombie et je n'ai pas la peau noire. Mais là, je ne vais pas redire le gros mot, mais c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, je crois qu'il est de notre devoir aujourd'hui, plus que jamais, beaucoup plus que dans les années 70, 80, 90, 2000 et même 2010, je crois que la liberté de l'écriture est en danger à la fois au Brésil, de ce que j'en connais, qui est en train de... Je suis très copain avec pas mal d'auteurs brésiliens, et eux, ils sont catastrophés. Et moi, plus le temps passe, plus je suis catastrophé par la façon dont la littérature française est muselée par une espèce de pudibonderie qui vient du nord des USA et d'Angleterre. Enfin, on ne va pas rentrer dans le débat, mais je crois que, oui, quand on a la chance, et j'estime que c'est une chance, d'écrire, en plus d'être édité, en plus d'être réédité, écrire un livre, c'est rien, c'est toujours le deuxième qui est le plus compliqué, et quand en plus, maintenant, les éditeurs vous demandent des manuscrits, je crois que c'est de notre devoir à nous d'ouvrir notre gueule et de dire les choses telles qu'elles sont, et non plus de bâtir des stories qui sont effectivement très belles, qui font le buzz, qui font ce que vous voulez. Non, c'est nous, c'est à nous, c'est à vous, lecteurs, futurs écrivains, mais je suppose qu'il y en a à peu près 30% dans la salle, et c'est à nous déjà écrivains à prendre la liberté. Et j'ai longtemps cru que c'était Zola qui avait dit la phrase qui va suivre, mais en fait c'est Guy Bedos qui avait quand même beaucoup d'humour. Il disait la liberté ne s'use que si on s'en sert pas. Donc il est urgent pour nous d'utiliser la littérature, d'utiliser l'écriture, d'utiliser le brésilien, d'utiliser le français, d'utiliser les argots, la gíria, c'est une langue que j'adore, d'utiliser les régionalismes pour continuer à faire battre, parfois à l'unisson, parfois à contresens, les cœurs du Brésil et de la France.
C'est marrant parce que vous parliez des gallicismes et c'est effectivement, ça a été ma bête noire quand je suis arrivé en France et il était question de défi. Alors, je n'ai pas fait comme Léonard, je n'ai pas pensé à noter les mots-clés, mais j'ai noté qu'il était question de défi. Ça a été effectivement pour moi une espèce de présence comme ça qui planait au-dessus de ma tête quand j'écrivais en français. Et je faisais corriger mes textes par d'autres personnes. Donc voilà, donc le défi d'écriture et le défi de la langue française, c'est présenté sous la forme notamment de ces mots que je n'arrivais pas à exclure, ou ces tournures de phrases que je n'arrivais pas à exclure de mon vocabulaire, enfin de ma façon de parler, de mon vocabulaire, et qui venaient me rappeler aux autres que je n'étais pas tout à fait français. Donc ça a été mon premier défi d'écriture. C'était quand je venais d'arriver en France, quand j'ai commencé à publier mes premiers fanzines. Et c'est à peu près à ce moment-là que s'est posée la question aussi de la transmission, de la responsabilité, une forme de responsabilité, de légitimité aussi. C'est marrant parce que c'est des questions qu'on ne se pose pas. Enfin, je ne pense pas qu'on se lève un matin en se disant je vais devenir un passeur de la culture ou de la langue portugaise. En tout cas, certainement, ça ne s'est certainement pas passé comme ça pour moi, mais j'ai senti que ça s'imposait à moi d'une certaine manière, déjà par le regard des autres, c'est-à-dire quand j'ai commencé à publier timidement des premiers scénarios de BD, les gens me disaient avec cette bienveillance, cette sympathie que les Brésiliens peuvent avoir à l'endroit du Brésil, me disaient mais t'es Brésilien, il faut que tu parles du Brésil, il faut que tu parles de ton pays. Et moi, je voyais ça, alors je devais avoir 24-25 ans, je voyais ça encore avec une certaine méfiance. Je pense que je n'avais pas envie d'être le Brésilien de service, je pense que j'étais encore en train de me dépatouiller avec la langue française et en train d'essayer de me prouver à moi-même que je pouvais être un auteur français, quoi que ça veuille dire, mais enfin ça a pu être quelque chose dans ma tête à ce moment-là. Et les gens voulaient me pousser vers le Brésil et j'ai résisté. Et il a fallu attendre encore quelques années avant que finalement une idée d'histoire me vienne. Donc c'était donc La Pas la nuit, cette BD qui se passe dans le quartier de La Pas à Rio. Et je me suis dit à ce moment-là que c'était l'occasion de peut-être de rectifier quelque chose de cette image effectivement très stéréotypée, alors, carnaval, football, etc., qui peut circuler du Brésil en France. Et très vite, j'ai compris que je n'avais pas les épaules pour ça, que je n'allais pas pouvoir aborder l'écriture en me drapant de ce rôle de rectificateur ou de celui qui remettrait les idées en place ou qui viendrait apporter quelque chose de plus vrai ou de plus légitime. Je me suis senti paralysé par ça et ça a bloqué le processus d'écriture pendant plusieurs mois. Et j'y suis revenu en me disant, en fait, je vais essayer de raconter quelque chose de vrai, mais sans prétention autre que celle-ci, c'est-à-dire de dire, voilà, moi, je perçois ça comme ça. Alors, moi, ça passe beaucoup par des personnages. Il y a par exemple dans cette BD un personnage qui est le personnage du malandro, carioca, qui est donc cet archétype dans la mythologie de Rio de Janeiro, qui est le personnage un peu charmeur, un peu roublard, etc. Donc il y avait un personnage comme ça, et je me suis dit, alors je vais essayer de le faire parler en français, parce que la BD était en français. Comment je vais transmettre ça, comment les mots vont me servir à être juste, sans être caricatural. Et plus je m'enfonçais dans ces questions vraiment très minutieuses de mots, de choix de phrases, plus je me rendais compte que c'était peut-être ça, finalement, mon combat, le terme est trop pompeux, mais enfin, ma quête à moi, c'était d'être juste dans des petites choses liées à la langue, notamment, et que si j'avais fait rien que ça, déjà, c'était pas mal, peut-être. Merci encore. Maintenant, je voudrais poser à chacun une question concernant vos productions et plus spécifiquement à partir de vos genres, parce qu'on a parlé, chacun travaille avec un genre particulier. Donc, je commence avec Adriana. En plus du thème passionnant, votre livre nous invite à repenser la forme d'un livre d'histoire elle-même. Bon, vous avez déjà parlé que c'est un livre de journalisme, donc si vous pouvez développer, mais l'aspect guide en particulier m'a fait penser à ces fameux concepts de psychogéographie.
créé par le français Guy Debord pour décrire une expérience affective de l'espace par l'individu dans une perspective temporale. C'est-à-dire comprendre un espace, une ville comme Paris, à partir des impressions de ses anciens habitants, contrastant ses transformations au fil du temps et sa pérennité. Dans ce sens, le Brésilien à Paris évoque un Paris tout à fait singulier, qui vous révélait quartier par quartier, rue par rue. Est-ce que ce concept de psychogéographie vous a inspiré d'une certaine façon pour écrire ce livre hybride entre encyclopédie, guide touristique et essai? Pouvez-vous commenter ce choix formel et aussi pouvez-vous nous raconter pourquoi faire ce guide de Paris à partir d'un découpage si particulier que fascinant, qui est l'amitié franco-brésilienne? Il faut que je sois juste et que je dise la vérité. Donc, ce livre, c'est une commande des éditions Chandin. Il vient après les Portugais à Paris et qui avait déjà ces formats, donc des guides par adresse et par arrondissement. Et le but de ces livres et des Portugais à Paris, c'était aussi le même. C'est justement, comme ça a été dit ici, de dépasser les clichés, les stéréotypes liés à cette communauté brésilienne à Paris. Des stéréotypes pas toujours sympas, mais qui sont vrais. Bon, il y avait les travestis, quand je suis arrivée en France, n'importe quel Français qui m'abordait disait « Ah, vous venez du Brésil, là, les travestis du bois de Boulogne ». Donc, carnaval, football. Bon, aujourd'hui, Bolsonaro. Bon, les stéréotypes, ils sont là aussi pour qu'on les dépasse, pour qu'on montre qu'il y a autre chose. Et donc, c'était ça le but. Et de montrer qu'on ancrait ces livres et ces entrées par adresse pour montrer que les Brésiliens ils sont venus en France depuis 500 ans et qu'ils ont laissé des traces et qu'ils ont contribué aussi à bâtir beaucoup de choses en France et là du coup à Paris parce qu'on s'est concentré à Paris et que cette relation elle a été fructueuse. Donc on raconte 500 ans d'amitié franco-brésilienne par cette présence brésilienne en France qui a été constante depuis la fin du XVIe siècle. Et puis, on oublie souvent, à partir du XIXe, c'était beaucoup l'élite brésilienne blanche qui venait à Paris. Mais les premiers, ou la première brésilienne à venir en France, c'était une indienne. Et donc, les Indiens ont eu une relation historique avec les Français. Les Français qui sont allés au Brésil pour essayer de piquer un peu de terre aux Portugais. Et il y avait une alliance stratégique entre les Français et les Indiens, principalement des Tupinambás, qui étaient au nord-est du Brésil. Et ces Indiens-là sont venus plusieurs fois avec les Français en France. Plusieurs sont restés. On a perdu un peu leurs traces, mais il y a un livre très intéressant, les Indiens Tupinambás de l'île de Maranhão, j'ai oublié le nom maintenant, de l'abbé d'Abbeville, un livre qui a été écrit et publié en France et qui parlait de cette alliance des Français avec les Indiens quand ils ont essayé de créer la France équinoxiale, là où aujourd'hui l'île, pas l'île, mais la ville de Saint-Louis du Maranhão. Et donc c'était ça le but, d'accompagner tous ces Brésiliens, toute cette présence brésilienne du XVIe jusqu'à la fin du XXe siècle. On s'est arrêté en plus ou moins 1990, parce qu'après, avec la fin de l'obligation de visa, la communauté brésilienne a énormément augmenté. Et donc, c'était impossible de parler de tout le monde.
Même en s'arrêtant en 1990, j'ai dû laisser beaucoup de Brésiliens au bord de la route. Il faut toujours faire des choix. Et je pense que ces livres, il a vraiment contribué à donner un peu d'épaisseur à cette relation et à augmenter la vision que les Français peuvent avoir des Brésiliens et de la collaboration brésilienne en France. Donc, il a dans tous les domaines, hein, c'est pas... Bien sûr, il a des joueurs de foot à Lyon. Il a Juninho, mais il a aussi Chris. Il a Sonny Anderson. Il a beaucoup de footballeurs à Paris. Les PSG, c'est les plus brésiliens des clubs français. Il y a beaucoup de musiciens. Mais il a eu la France a accueilli beaucoup d'exilés brésiliens aussi, pas seulement à l'époque de la dictature, mais aussi à l'époque de la dictature de Vargas et aussi à la fin de la monarchie. Donc toute la famille impériale brésilienne est venue en France, il a été accueilli en France. On a parlé de Dom Pedro II, le deuxième empereur brésilien. Ici, je ne sais pas si c'est le consul qui a parlé de Dom Pedro II. Donc, Dom Pedro II est mort à Paris. Donc, mort en exil. Sa fille, la princesse Isabelle, est morte aussi en France. Donc, il a vraiment... on arrive à voir l'histoire brésilienne en creux par la présence de ces Brésiliens à Paris et en France. Et puis, on arrive aussi, par mon livre, à voir un peu l'histoire de la relation française avec le Brésil. Donc, voilà, on découvre un peu les deux côtés. Oui, ça marche. Juste pour raconter, parce que l'anecdote est magnifique, pour revenir sur ce que disait Adriane, effectivement, Dom Pedro II, une fois que la République est arrivée, a quand même été foutu dehors du Brésil. Avec son épouse, il a fait le tour des cours européennes et il a fini à Paris avec un seul serviteur il a fini dans une relative pauvreté. Et l'histoire qui est absolument magnifique, c'est la suivante, c'est quand il s'est senti mourir, il était dans une petite pension et absolument pas dans un hôtel formidable. Et un jour, son logeur était fou de rage parce que Dom Pedro avait reçu une malle qui pesait 150 kilos et personne ne savait ce qu'il y avait dedans. Donc la malle, il l'a montée dans la chambre de Dom Pedro II et en fait, à l'intérieur de cette malle, il n'y avait rien. Il n'y avait que de la terre venue du Brésil et il s'en est fait un oreiller pour pouvoir mourir, la tête au Brésil et le corps en France. Voilà, c'est tout. C'est vrai. Je voulais juste finir par rapport aux stéréotypes. Il a l'autre livre, Aujourd'hui le Brésil. C'était aussi une commande de Casterman et il visait le public. C'était un livre pour les enfants, pour le public jeune, de jeunesse. Et tout le monde sait, en France, au Brésil, partout, la couverture, c'est l'éditeur qui décide. Et là, on s'est énormément bagarré avec Casterman parce que pour nous, elle était tout ce qu'on ne voulait pas. C'était vraiment les stéréotypes, les clichés purs du Brésil. Et voilà. Et donc, on a réussi à diminuer. La femme, elle était beaucoup plus grande, donc on a réussi à la mettre plus petite. C'est Varig, ouais. Ah, c'est Varig. Donc voilà, c'est juste. Mais voilà, mais les clichés, ça aide aussi. Il n'y a pas que du mauvais dans les clichés. Partie, ouais. Il y a aussi du bon parce que ça aide à attirer l'attention des gens parce qu'ils connaissent par les clichés et après ils achètent les livres et ils vont connaître autre chose. Voilà. Bon. Merci beaucoup, Adriane. Bon. Pour parler, je vais poser une question à Leonardo Tonos. Parler de poésie, c'est toujours un peu compliqué parce que, bon, c'est en même temps, bien sûr, il y a des caractéristiques de l'ensemble,
mais chaque poème est si particulier, chacun de vos poèmes est particulier, et donc ça pose une difficulté de penser à une question pour parler de l'ensemble de votre œuvre. Et donc, j'ai essayé de trouver quelqu'un qui va servir de métaphore pour symboliser. Bon, après, c'est à vous de me dire si ça correspond à la vérité. Bon. Donc, même si vos poèmes sont très variés, en style comme dans la forme, il y a quelques sujets et quelques images récurrents, comme la question migratoire, la condition de minorité, ainsi que les thématiques du désir et du faire poétique lui-même. Parmi les images les plus emblématiques chez vous, j'ai souligné celle de la mer, qui me semble d'une certaine façon une clé possible pour comprendre votre projet poétique. À la fois métaphore du voyage, du corps, de l'écriture, la mer chez vous n'est pas forcément l'océan Atlantique, car il y a la France et le Brésil, mais elle est souvent la Méditerranée. Pas forcément la Méditerranée française d'ailleurs, dont l'ambiguïté entre plage paradisiaque et tragédie migratoire bien traduit votre intérêt par la migrance et la condition d'être étranger. Chez vous, cette mer est aussi réelle que mythique. C'est la mer traversée par Ulysse, comme vous évoquez dans le poème Mémoire de mon présent, peuplée de sirènes, scènes de mort sans fin. C'est dans l'imaginaire marin que vous cherchez des images comme les coquillages, le poisson, le naufrage, et j'en passe. La mer est frontière, mais aussi chemin. Pourriez-vous donc commenter le rôle de ce symbole dans votre poésie et aussi quel rapport, d'après vous, existe entre la mer et vos thématiques de prédilection, notamment la migrance? Oh là là. Sérieux tout ça. Mais je vais commencer par quelque chose de plus drôle et après je vais reprendre les clichés. J'aime bien les clichés parce que je suis tout le contraire d'un cliché. Qu'est-ce que vous voyez chez moi de brésilien? D'autant que je ne sais pas danser la samba pour le malheur de ma mère, je ne sais pas jouer au foot pour le malheur de mon père et j'aime pas la banane. Donc voilà, donc je suis... Mais c'est vrai, le cliché, c'est un moyen aussi d'accéder à une culture. Alors, pour revenir à la mer. Alors, pourquoi la mer? Alors, je commencerai peut-être à inverser un petit peu votre définition à la fin de la mer. La mer est frontière et chemin. La mer était d'abord chemin, et elle est devenue frontière. Je crois que c'est surtout par là qu'il faut commencer. Elle est devenue en fait ce chemin qui a lié en fait, qui nous a liés finalement aux civilisations, de façon souvent tragique d'ailleurs, par le biais de la colonisation, des processus génocidaires qui se sont suivis, mais elle est restée quand même un lien, et c'est le lien en fait qui est peut-être la première image qui m'est venue, étant moi-même enfant issu de l'immigration. Et vivant en fait toujours ces récits qui se racontaient de façon infinie au sein de familles. Je ne sais pas si quelqu'un est né ici, d'une famille issue du processus de migration, surtout au début du XXe siècle. Mais voilà, mes grands-parents ont traversé, en fait, ils sont partis du fin fond de l'Italie pour arriver au Brésil en 1927. Ils sont passés par le port de Gênes. Au port de Gênes, j'ai encore les restes en fait de cette histoire familiale. J'ai les tampons en fait sur le passeport de ma grand-mère. Ma grand-mère était obligée de passer par ce qu'on appelait à l'époque en fait une sorte de on attestait qu'elle était saine, on attestait qu'elle n'avait pas de poux, on attestait qu'elle avait pris une douche. C'est marqué là. Elle a pris une douche, elle est propre. À partir de là, en fait, vous avez cette traversée de deux personnes, ma grand-mère à l'âge de 19 ans, mon grand-père à l'âge de 21 ans, qui vont passer donc 21 jours dans une cale de bateau. Cale de bateau, à l'époque, donc, c'est 1700 personnes séparées entre hommes et femmes pendant 12 jours, sans savoir s'ils pouvaient, en fait, déjà s'ils allaient arriver au bon port, et d'autre part, sans savoir s'ils allaient pouvoir rentrer dans ce pays où ils ne connaissaient personne, ne parlaient pas la langue. Alors, ce récit-là, c'est un récit traumatique qui restait on va dire, dans l'histoire familiale et qui nous a été raconté tous les dimanches. Tous les dimanches, on avait droit à ce récit. Tous les dimanches, souvent aussi, quand les lettres arrivaient en fait d'Italie par le biais de bateau, traversant les mers, il y avait aussi le rituel de la lettre. Ma grand-mère lisait la lettre en silence, elle pleurait. Elle leur souriait. Et après, nous lisait
en langue originale, en friulano ou en italien, et on devait pleurer ou rire sans comprendre en fait ce qui était décrit dans cette lettre. Voilà, donc c'est ça, peut-être mon premier contact avec la mer, d'autant que moi-même, je ne savais même pas nager, j'ai appris à nager en France, j'ai toujours peur de la mer. Et bien sûr, cette mer, c'est cette mer traumatique, tragique de nos jours. La Méditerranée, pourquoi la Méditerranée ? Tout simplement parce que la Méditerranée est devenue le plus grand cimetière à ciel ouvert de notre contemporanéité, lorsqu'on est confronté à la question de la migrance. Mais l'Atlantique aussi est le plus grand cimetière à ciel ouvert si on prend en considération tout le processus d'esclavage vers le Brésil. Et il n'y a pas de frontière entre la Méditerranée et l'Atlantique. C'est sur la mer, c'est la mer. Donc voilà, ce chemin, un chemin tragique et qui en fait traverse aussi ma vie et qui est devenu malheureusement de nos jours non plus un chemin, mais un espace de frontières. Si on pense aujourd'hui à des questions géopolitiques liées à la Méditerranée, on essaye en fait de s'accaparer de la mer, et on a oublié en fait que la mer, il est à la haute mer, qui n'appartenait à personne, et que maintenant en fait les États-nations veulent en fait en faire partie. Cette mer donc est traversée par des frontières, voire même des murs, on n'arrive plus à traverser. Donc la mer, elle traverse, on va dire, ma recherche, travaillant sur la migrance, et mes inquiétudes autant que citoyen et confronté à cette plus grande tragédie. Mais la mer aussi, elle peut, et là, j'ai trouvé intéressant que vous avez évoqué cette question de la mer, traverser l'écriture elle-même, et je me rends compte, en fait, que souvent dans mes textes, il y a un mouvement de mer, une sorte de va-et-vient, peut-être par le côté répétitif, je me répète beaucoup, c'est un défaut de prof, on se répète tout le temps, peut-être aussi par un certain nombre de traumas qui me traversent, et vous savez que la répétition, c'est le seul moyen, en fait, de supérer, de s'accaparer de ce trauma. Donc, il y a une sorte de stylistique de la répétition. Et c'est vrai que même mon dernier recueil, qui est encore inédit, dont le principe était la question du vent, j'ai voulu travailler sous le vent. Vous savez, l'avantage d'être poète, c'est qu'on travaille sur des choses inutiles, puisque personne ne nous lira. Donc, voilà, un jour, je me suis réveillé, j'ai dit, je vais écrire sur quoi ? Mais sur le vent. Mais voilà, sur le vent. Mais le vent était, en fait, il est poussé par la mer. Hein. Et le premier poème, en fait, qui a donné naissance à ce recueil, s'appelle donc La latitude de chevaux. Est-ce que vous connaissez ce que veut dire la latitude de chevaux ? La latitude de chevaux, en fait, c'est un terme utilisé par les navigateurs. Je ne suis pas du tout un navigateur, je déteste, j'ai peur de la mer. Hein. Mais je trouvais ça très beau. En fait, ça fait il y a un rapport entre la situation où se trouve le Brésil, entre le troisième parallèle nord, le troisième parallèle sud. C'est une zone en fait de convergence. C'est pour ça que quand on traverse en avion, ça secoue au niveau de l'équateur. Et pour les navigateurs, c'est très dangereux parce que c'est l'espace en fait de la mer plate. Alors cette mer plate, en fait, comment les navigateurs s'en sortaient dans la mer plate ? Souvent, ils jetaient les chevaux par au-dessus de la mer, par au-dessus du bateau. Et cet espace, vous avez atteint une chanson de Jim Harrison, qui s'appelle Horse Latitude. Hein, et cet espace était connu, en fait, chez les navigateurs comme la latitude, en fait, de chevaux. Et je me souviens qu'un jour, c'est là où j'ai pris naissance et recueil, j'étais sur une plage de Nord-Est, au Ceará, il y a beaucoup de vent, et j'avais l'impression, voilà, les poètes qui ne savent rien, j'avais l'impression d'entendre l'hennissement de chevaux que venait me raconter à nouveau cette soir. Voilà. Donc voilà, la mer. Je voudrais juste ajouter que je pense que ce n'est pas par hasard que Poséidon, son animal symbole, c'est les chevaux. Et c'est le chevaux qui amène le vent et la mer. Donc, bon, merci beaucoup. Donc, je passe à Jean-Paul. Bon, déjà, je voudrais ajouter que je pense que vous êtes brésilien. Bon, je pense qu'il fallait le dire. Il fallait le dire, je pense, franchement, beaucoup plus que nous. Désolé pour le Brésil. Là, non, mais qu'est-ce que je veux dire ? Bon, je pense qu'avec vos travaux, on peut apprendre à être brésilien.
Et plus que ça, je pense que nous, Brésiliens qui habitent en France, on peut se redécouvrir Brésiliens à partir de vos regards. Donc, c'est drôle parce que j'ai toujours eu l'impression qu'aucun autre pays au monde s'intéresse autant au Brésil que la France. Je pense que tous ceux qu'on a écoutés aujourd'hui, ça démontre ça. C'est la France où j'ai plus écouté la bossa nova, par exemple, la musique populaire brésilienne. La France également, l'un des pays que traduisent le plus notre littérature. Donc, il y a ce lien spécial, cette connexion, cette amitié franco-brésilienne. Et vos livres, sans aucun doute, renforcent cette impression, cette connexion dont Adriana nous a parlé, dont monsieur le consul a parlé aussi. Et donc, tout au long de vos 9 romans portant sur l'histoire du Brésil, je sais que ce ne sont pas ces 9 romans, il y a d'autres travaux, mais je vais me centrer sur le 9 romans, ainsi que dans vos essais sur la musique brésilienne, il éclaire cette passion aussi littéraire et artistique qui est historique. Il y a une nette volonté de partager cette passion avec vos lecteurs. En fait, vous avez dit ça et moi j'avais écrit ça avant. Donc c'est quelque chose qui sort de votre écriture. Ou alors je vous ai copié, c'est une possibilité aussi. Sans savoir, oui. L'un a copié l'autre. Et donc, pouvez-vous nous raconter comment s'est donné ce choix pour ce genre à mi-chemin entre la fiction et le réel, parce que vous écrivez des romans historiques, où on accompagne des personnages inventés, côtoyant des personnalités sorties directement du passé, comme Zombie, les tout dans le but de raconter l'histoire d'un pays de l'autre côté à un public a priori français. Alors, merci pour les compliments, mais c'est absolument pas, c'est absolument pas mon objectif. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je suis français pour tout ce qu'il y a de bien de la France et aussi de honteux d'être français. Quand on regarde l'histoire récente, c'est-à-dire les 3 derniers siècles. Alors, ne comptez pas sur moi pour me donner des coups. Et, je suis absolument pas responsable de la colonisation française. Et c'est mon droit aujourd'hui, en tant qu'écrivain, de donner, de faire parler ma voix, vu que ma voix maintenant commence à être écoutée. Donc, je suis absolument contre le révisionnisme et je suis absolument contre la glorification. Moi, ce qui m'a intéressé et ce qui m'intéresse encore aujourd'hui, c'est justement de raconter un pays, une histoire, et au-delà du pays et de l'histoire, de les incarner dans des personnages. Vous avez cité Zombie. Tout le monde au Brésil voue un culte à Zombie, mais personne parle de Dandara. Pourquoi ? Alors que c'est elle qui a tout fait. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est... J'ai compris très très vite, parce que ça, en tant que journaliste, on est comme ça, on comprend très vite que l'histoire officielle avec un H majuscule est toujours écrite par les vainqueurs. Donc à quoi sert la littérature ? Elle sert justement à aller voir ce que les vainqueurs ont écrit pour voir surtout ce qu'ils ont oublié. Et donc soulever le tapis où on a mis la poussière, et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc, effectivement, dans ma suite brésilienne, il y a 9 tomes qui couvrent 3 siècles et demi, et il était hors de question de faire des Portugais des salopards finis et des Brésiliens et des Africains des génies absolument purs et intouchables. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humanité, c'est la chair. C'est savoir comment les grands tourbillons de l'histoire font que nous, à hauteur de peuple, nous sommes des bouchons de liège, et on est poussé, on est bousculé par le vent de l'histoire. Et comment est-ce qu'on réagit ? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui abandonnent tout ? Pourquoi il y en a qui deviennent des Dandara ? Moi, j'ai une admiration formidable pour cette femme. Et donc, la littérature, pour moi, elle sert à ça. Et donc, avec le Brésil, j'ai trouvé un terrain d'action absolument formidable, parce qu'il n'est pas seulement au confluent du Brésil et du Portugal. Il mêle à peu près toutes les races, même si le terme de race, là, il va falloir que je fasse des études, je ne parle bien que de ce que je connais bien. Donc, si vous voulez, des creusets différents, c'est le Brésil, c'est formidable. Il y a les Amérindiens, il y a l'apport africain, non voulu, bien évidemment, il y a l'apport européen, et donc ça donne des résultats absolument exceptionnels. Et c'est sans doute pour ça que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de réunir c'est là où je dois parler de mon projet, enfin plus que du projet, sur la musique brésilienne. Je pense que c'est demain matin. C'est demain matin ? Ben, je vous dirai rien, voilà, tant pis pour vous.
Non, en 2 mots, moi ce qui m'intéresse, et j'en reparlerai demain, donc si vous n'avez rien à faire, je serai ravi de vous en parler, mais c'est de mettre en place d'abord faire des romans qui soient, comme on le dit dans un français formidable, des page-turners, c'est-à-dire il est hors de question pour moi d'ennuyer le lecteur, et je crois que c'est vraiment la première des choses. Et ensuite, c'est ce qui me fait le plus plaisir, ou presque, c'est quand les gens viennent me voir en me disant on a appris quelque chose en lisant vos livres. Mais on a appris à la façon nietzschéenne, c'est le gai savoir. J'essaie de faire en sorte qu'avec mes livres, le lecteur puisse incarner, non pas ce qu'on va lui apprendre sur la passation de Dom Pedro I à Dom Pedro II, ensuite Donna Isabel, la République, etc. Moi, j'aime les incarner. Et ça, c'est ce qui me semble le plus important. Et donc, c'est ce qu'on a mis au point, là, je vais quand même vous le dire, parce que là, j'ai un bouquin, il n'est pas là? Non. Mais il est à côté. C'est L'homme qui rêvait d'aimer. Voilà, tout à l'heure, on parlait des contes et légendes du Brésil. Je vais vous raconter. Souvent, on me dit comment est-ce que vous choisissez d'écrire un livre? Et c'est vrai que c'est le problème fondamental. Vous-même qui êtes là et dont je sais que beaucoup, sans vous connaître, vous écrivez déjà et vous vous dites comment est-ce que je peux me faire publier? Comment est-ce que je peux choisir un sujet? Voilà comment un sujet, L'homme qui rêvait d'aimer, m'a carrément sauté au visage. C'est-à-dire que après une centaine de voyages au Brésil, et c'est pas du marseilllanisme, c'est vraiment, j'ai à peu près fait une centaine de voyages au Brésil, je me suis retrouvé un jour avec tout un tas de contes et légendes brésiliens qui n'existaient dans aucun livre, ou si elles existaient, c'était dans 3 recueils différents. Il y avait le recueil évidemment haut de gamme pour tous les contes originaires d'Europe. Il y avait le recueil qui a eu son succès quand même au moment des Black Power, donc tout ce qui était d'origine africaine. Et puis il y a le 3e qui, entre 1920 et 1925, a eu les honneurs de l'Europe, donc c'est la fameuse période indianiste, etc. Mais au Brésil, on ne trouve pas les 3 racines réunies dans un seul et unique recueil. Donc j'ai voulu faire ça, où bien évidemment j'en ai vendu à peu près 14 en comptant ma mère et ma tante, c'est pas quelque chose qui intéresse les gens, mais moi je crois qu'il faut écrire pour de bonnes raisons, c'est pas pour avoir du succès, c'est pas pour gagner de l'argent, ce sont des conséquences agréables, mais le but du jeu, il faut que le livre ait du sens. Et donc quand j'ai relu les épreuves des contes et légendes du Brésil, j'avais réussi à retrouver quelles étaient les origines amérindiennes, africaines ou européennes de chacun de ces textes, sauf un, La princesse de Bamboulois. Là, j'ai demandé à tout le monde, même à Betty Midling, qui est une anthropologue absolument formidable, j'ai demandé à mes potes écrivains, journalistes brésiliens, personne n'a pu me dire quelle était la racine de ce conte. Et finalement, on était le 15 juin, je me suis réveillé le 5 septembre, et ces 3 pages de conte de La princesse de Bamboulois sont devenues L'homme qui rêvait d'aimer. C'est-à-dire que je pense que d'une petite braise, on peut faire un grand feu. Et là, ce qui m'a intéressé là-dedans, ça a été nous, et je suis un fervent admirateur, j'ai pas de maître en littérature, mais j'ai des phares, et celui-là, il éclaire comme Sandrars, il éclaire très loin et de façon différente. J'adore Voltaire, j'adore bien évidemment Candide. Et là, je crois que c'est une espèce de version très modeste. Je ne me prends ni pour les uns ni pour les autres. C'est un Candide brésilien, c'est-à-dire, ça se passe, on suppose, au XVIIIe siècle, ça se passe, on suppose, au Brésil, ça fait bien évidemment le tour du monde, et c'est une quête, c'est un roman, un conte philosophique qui ne donne aucune réponse. Il ne fait que poser des questions, sauf que là, ce n'est plus la culture blanche qui pose des questions au reste du monde, c'est un petit Brésilien qui s'appelle João Amarelo et qui, lui, va faire le tour du monde à la recherche de l'amour et poser des questions. Et un peu comme Cacambo qui dit à Voltaire: est-ce à ce prix-là que l'on mange du sucre en Europe, c'est-à-dire au prix de la souffrance négrière? Mon petit héros brésilien, lui, va poser des questions au monde entier. Et je crois que c'est quand on arrive à se situer ou à être encore une fois violé, j'ai pas de fantasme là-dessus, mais après avoir été violé par le Brésil, je peux avoir été violé par la littérature brésilienne. J'en ai parlé à quelques reprises avec Jorge Amado, Zélia Gattai, qui m'ont éclairé aussi là-dessus. Et je crois que
chaque livre, chaque roman doit avoir un auteur qui obligatoirement doit choisir ou par les faits ou par la voix, est-ce qu'il est français, est-ce qu'il est brésilien, est-ce qu'il est angolais, d'où est-ce qu'il vient. Mais je crois que de temps en temps, on a à la confluence de tout ça la possibilité d'écrire un livre. D'ailleurs, je crois que c'est même pas moi qui l'ai écrit, c'est mon chat pour avoir autant de talent. J'ai relu les épreuves, je savais pas que ça existait. C'est pas mon style, c'est pas ma façon d'écrire, ça n'est pas l'arc dramatique que j'ai l'habitude de voir, et tous les auteurs ici, je pense, à un moment donné, vont vous dire aussi, peut-être que dans la nuit, il se passe des miracles, que le texte que j'ai écrit, le lendemain, se retrouve meilleur. Donc, avec L'homme qui rêvait d'aimer, je pense que c'est un bouquin qui ne se vendra pas à plus de 80 exemplaires, parce qu'il est à l'opposé de ce qu'il faut faire aujourd'hui pour être publié et avoir du succès. Il n'est pas la première personne du singulier, il n'est pas écrit par une femme, il ne parle pas de son nombril, il n'est pas écrit au présent de l'indicatif. Il raconte pas l'histoire d'un migrant transgenre qui a été violé par son grand-père. Non, c'est un roman qui est ouvert sur l'extérieur et qui parle à l'humanité, du moins qui ambitionne de faire ça, et qui ne parle pas de moi par rapport à moi-même. Donc ça aussi, c'est un risque. Donc vous le verrez jamais dans la grande librairie, mais je crois qu'il y a des livres qui méritent d'être écrits pour ensuite voir ce qu'ils deviennent par eux-mêmes. Et donc ça, pour moi, L'homme qui rêvait d'aimer, il est exactement à la confluence de mon éducation française et de mon éducation brésilienne aussi. Donc j'en suis très fier, mais je pense qu'il ne se vendra pas du tout. Mais c'est un choix. Bon, merci Jean-Paul. Et je voudrais faire une toute petite publicité. Je vous conseille vivement, inspiré par votre commentaire, de chercher le livre Dandara et les esclaves libres de Lydia Rice, qui est traduit en français, il est disponible en français. Et donc, c'est une opportunité de connaître cette... Il est sorti, c'est à Anacaona. Oui. En 2019, si je ne me trompe pas. Bien. Bon, en tout cas, le livre est disponible. Je pense que c'est une opportunité de redécouvrir cette héroïne brésilienne. Et bon, je passe à Nikolai. Ma question, elle est totalement inspirée des messages que vous m'avez envoyés. Et donc, d'après la théorie sémiotique, l'adaptation d'une œuvre à un autre support ou média est aussi une traduction, dans la mesure où il est également nécessaire changer un code pour un autre au but de recréer un même message. C'est ce qu'on appelle une traduction intersémiotique. Dans votre parcours, l'adaptation est souvent présente. Dès les aventures de Jules Verne, passant par l'adaptation du roman d'Axel Sandres et finalement l'adaptation du roman brésilien encore inédit en français, Cimetière de navires, qui a donné votre BD Ivo a mis les voiles, qui, comme vous-même m'avez dit, est une sorte de double traduction de la prose aux images, du portugais au français. Et donc, pourriez-vous commenter un peu sur le processus de mise en image d'un discours littéraire en prose et qui, en plus, a été originellement écrit dans une autre langue? Finalement, quel est l'espace de création dans l'adaptation en bande dessinée? Alors, c'est un vaste sujet, effectivement. Les images ne marchent pas. C'est maintenant quand c'est Lyon, ouais, c'est ça. C'est maintenant qu'on devait voir les extraits. Ah, mais c'est dommage, il n'y aura pas d'extrait. Alors, sacanage, voilà. Et là, ça s'ouvre pas. Bon, ce sera sans support visuel, alors. Oui, donc le passage du... la BD, déjà, est un lieu de rencontre entre le texte et l'image, bien évidemment, et c'est devenu très à la mode pour les BD récemment d'adapter des romans en BD, quoi. C'est un truc qui se fait beaucoup en ce moment. Et moi, effectivement, déjà, je voyais ça avec un peu de méfiance. J'avais l'impression que la BD devait exister par elle-même, d'une certaine manière, produire des œuvres originales, etc. Bon, ça, c'était mon point de vue sur la chose. Mais effectivement, petit à petit, parce que c'était des commandes ou pour les hasards de la vie d'auteur, je me suis retrouvé à faire des adaptations. Et se poser la question, alors encore une fois, c'est dommage qu'on n'ait pas le support visuel. Il y a d'autres trucs qui n'ont absolument rien à voir avec... J'espère, dans ces moments-là, on espère qu'il n'y a rien de compromettant qui traîne sur la clé USB. Normalement, non. Ouais.
n'importe quel événement universitaire, il y a un moment où la machine ne marche Ouais, pas. voilà, ça fait partie du rituel. Du coup, je me suis un peu perdu dans ce que je disais. J'ai fait, alors effectivement, pour parler donc je vous ai parlé de La Pâle la nuit, j'ai fait 2 BD qui se passent au Brésil. La deuxième, c'est Ivo a mis les voiles, qu'on a vu brièvement, c'est la couverture bleue. Et qui est donc l'adaptation d'un roman brésilien qui s'appelle Cemitério de Navios, qui a été écrit, alors ça, je n'allais pas forcément le dire, mais bon, je vais le dire quand même, ça a été écrit par mon père. Mon père est donc brésilien, a écrit des romans, a publié des romans au Brésil dans les années 90. Et je dis que je n'allais pas le dire parce que je peux en parler sans préciser ça, mais c'est pour vous donner une idée aussi de la dimension familiale de cette et la profondeur. Oui, c'est aussi beau que ça peut être écrasant, paralysant. Enfin voilà, je me suis dépatouillé avec ça comme j'ai pu, avec la figure paternelle qui était doublée de la figure de l'auteur qu'on adapte, c'est-à-dire une double responsabilité vis-à-vis de cette personne. Mon père étant en vie, étant lecteur de mes BD, j'étais surveillé, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc j'ai essayé quand même de faire abstraction de ça pour traduire son texte en images. Alors dans ces images qu'on va peut-être voir ou pas, je vous avais sélectionné une adaptation du texte à l'image directement, qui est le travail qu'on fait en BD, c'est-à-dire, donc je vais essayer de vous le décrire, c'était une description du personnage principal, c'est le premier paragraphe du texte, où il raconte qu'il souffre d'insomnie et qu'il se retrouve à penser à son père, à lui. Alors on en revient à l'image du père. Et c'est c'est ce qui donne, c'est ce qui lance le parcours du personnage, c'est ce qui lance l'histoire. Et j'ai fait le choix de traduire ça uniquement en images. On le verra pas. Et c'était un exercice particulier parce qu'il y avait donc effectivement cette transition du texte à l'image et aussi du portugais au français, c'est-à-dire une description en portugais. Qu'est-ce qu'on en fait qui en plus décrit un paysage, en l'occurrence c'était une description de Rio la nuit, un peu poétique comme ça. Alors comment traduire ça en texte, en l'occurrence en image plutôt, pour un lectorat français qui n'a de Rio en tête a priori, pour la plupart, on imagine que certaines images comme ça un peu figées. Là, c'est autre chose, c'est Rio la nuit, dans un quartier non touristique. Alors comment traduire ça et en même temps comment donner à voir quelque chose qui soit pertinent pour l'histoire. Il y a eu aussi, donc, encore dans ce roman-là, voilà. Alléluia. Et par contre, il faudrait la... Alors, je vais essayer de ne pas faire trop long parce que là, j'ai parlé sans les images, donc je vais essayer de vous faire la version parole et image. Mais alors, ouais, il faudrait la faire tourner. Ça joue du suspense, c'est bien. Ouais, voilà. Ou sinon, vous pouvez tourner la tête. Bon. Si vous me le montrez, je vais vous les... Désolé pour ce moment de flottement. Ah, voilà. Donc voilà, donc là, alors bon, les couleurs sont absolument... la BD ne ressemble pas à ça, c'est le problème, là aussi, le passage du papier au scan à l'écran, les couleurs sont un peu sacrifiées en passant. Donc il y a un extrait du livre qui correspond, je vais vous parler juste de celui-ci, et puis pour les autres, ce sera pour une prochaine fois. Il y a un extrait, est-ce qu'on peut le voir avant? Non, il n'y est pas. C'est le fichier juste avant. C'était le fichier qui correspondait à cette... c'est celui-ci, je crois. Scan 14, je crois. Voilà. Donc, on y vient. Désolé pour cette attente. Du coup, il faut que ça évalue la peine maintenant. Donc, tout ça, c'était pour vous montrer cette phrase qui commence le deuxième paragraphe. Donc, Ivo, c'est un personnage qu'on suit dans une espèce d'aventure un peu crépusculaire dans le nord-est, etc., et qui observe le Brésil avec un mélange de désenchantement, de poésie, etc.
Et il y a cette phrase qui m'a toujours marqué, je ne dis pas ça parce que c'est mon père qui l'a écrite, « Il vous viu a uva, a vulva, a veia e os vírus desse país ». Alors, « Il vous viu a uva », les Brésiliens l'auront peut-être reconnu, c'est, si je ne dis pas de bêtises, c'est une phrase qu'on trouvait dans les manuels pour apprendre à lire en portugais, je pense il y a longtemps, « Il vous viu a uva », donc ça devait être le chapitre sur la lettre V, avec cette allitération en V. Et moi, je trouvais ça très chouette. Alors, c'est une phrase qui est perdue comme ça au milieu de la prose du roman. Et moi, je me suis dit qu'il y avait quelque chose, évidemment, de poétique dans ça et que j'allais lui donner plus de place dans la BD. Donc, j'en ai fait un poème. Donc, on va passer... Voilà, un poème. À un moment, le personnage se trouve... Lui n'est pas Ivo, c'est le personnage qui part sur les pas d'Ivo, se retrouve à boire une Antarctica ou une Brahma dans un bootchecking et il écrit sur un coin de table comme ça un poème. Et donc j'ai pris cette idée de Yves ou Viwaouv. Alors je savais que je ne pourrais pas traduire au public français enfin il n'y aurait pas cette résonance qui renvoie à l'école. Il n'y aurait pas cette référence. Mais par contre, je me suis dit, je vais garder la littération en V tant qu'à faire. Alors j'en ai fait une espèce de poème que j'ai écrit moi-même comme ça sur un coin de table sans aucune prétention exagérée évidemment. Mais je me suis rendu compte en l'écrivant qu'en plus ça reprenait les allitérations en V d'une chanson que j'aime beaucoup, qui est La Javanaise de Serge Gainsbourg, qui est toute construite en allitération en V comme ça. Donc voilà, c'est des coïncidences sur lesquelles qu'on croise comme ça dans l'aventure de la traduction et de l'adaptation. Et du coup, je me suis dit, ce sera un clin d'œil, voilà, pour ceux qui l'ont vu. Et la fin de l'histoire, c'est que ce vers Ivo a mis les voiles, que, encore une fois, j'ai écrit comme ça en cherchant des mots en V, ça n'allait pas beaucoup plus loin que ça. L'éditeur l'a vu et a dit cimetière de navire, donc cimetière de navire, c'est beau, c'est poétique, mais c'est un peu plombant quand même cette histoire de cimetière. Comme souvent les éditeurs ont parlé des couvertures, là c'est pareil, la couverture et le titre, c'est un peu leur précaré, donc il m'a suggéré avec... de manière assez maligne, il m'a dit tiens, il y a ce vers qui est pas mal, il vous a mis les voiles, est-ce que tu penses pas que ça pourrait faire un joli titre? Et voilà, c'est comme ça qu'une phrase qui était perdue au milieu d'une description s'est retrouvée mise en exergue et puis sur la couverture du bouquin. Voilà, désolé, c'était un peu long. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et maintenant, on voudrait écouter vos questions. On vous passe la parole. J'imagine qu'il y a pas mal de questions. Donc, je vois en moins de... Donc, est-ce que je peux parler fort, il n'y a pas de problème. Ah bon? Est-ce que vous avez vos ouvrages qui sont publiés et adaptés en livre audio? Et si oui, que pensez-vous du résultat? Et sinon, seriez-vous favorable à une adaptation en livre audio? Est-ce que vous pensez que ça donne une autre dimension, puisque vous parliez d'oralité? Okay. On va écouter les questions et après, on passe à... Deux, trois autres questions, non? Oui, voilà. Oui, il y a là. Bonjour, moi c'est Ouanou Alexis Adams, je suis de l'ambassade du Tchad et je suis à la formation DU et francophonie diplomatie. Au fait, moi je voulais d'abord échanger un peu, partager par rapport à vos riches et édifiantes expériences que vous nous avez partagées tout à l'heure. Je remarque sincèrement que nous vivons dans un monde de désordre, excusez-moi le terme, un monde où on nous envoie beaucoup plus à un choc de civilisation, de culture, et un monde qui nous fait peur. Mais ce matin, à vous entendre parler, partager un peu vos expériences, on a l'impression qu'il y a de l'espoir. Franchement, quand j'écoute M. Jean-Paul Delfino, excusez-moi si je ne décorche pas votre nom, Delfino. Jean-Paul, c'est bien. Jean-Paul. Parler de son amour pour le Brésil alors qu'il n'est pas brésilien, ça porte vraiment de l'espoir pour cette jeune génération. Nous avons besoin vraiment de ce genre de partage culturel qui nous pousse à penser grand pour ce monde, parce que nous vivons dans un monde, nous par exemple, nous sommes des francophones, on a besoin de transcender un peu les cultures, les langues, pour essayer de comprendre l'autre.
Et ça, sincèrement, j'aimerais vous féliciter. Et moi, ce matin, quand je venais, je me disais simplement que qu'est-ce que je vais apprendre entre la coopération entre la France, le Brésil ou bien la francophonie. Mais j'ai appris des histoires, j'ai appris, c'est-à-dire des expériences édifiantes, enrichissantes, qui me donnent envie vraiment de découvrir l'autre. Et sur cet aspect, j'aimerais vraiment vous remercier. Maintenant, j'ai une question, principalement pour l'auteur de BD. Et peut-être que moi, je n'ai pas une envie, c'est-à-dire je n'ai pas l'habitude de lire les BD, mais ces derniers temps, j'ai l'impression que les gens essayent beaucoup plus de calquer, de prendre un peu les romans pour les calquer dans les BD. Et ça porte vraiment quelque chose d'original. Je souhaiterais vraiment m'aventurer dans ce domaine. Je voudrais savoir, même si je ne suis pas un dessinateur, je ne suis pas un scénariste, est-ce que je peux m'aventurer dans ce domaine? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'en manque plus qu'une. On a dit 3 questions, s'il vous plaît. Je vous en supplie, une question. Bon. Ah, on a un gagnant. Ah, Sylvain, merci. Parce que, je fais une petite parenthèse le temps que le micro arrive. Généralement, c'est quand tout le monde sort et que la porte est fermée que vous vous dites « j'ai pas osé poser ma question, j'aurais dû quand même ». Avec moi, vous aurez 3 questions. Donc. Une première pour M. Delfino. J'aimerais savoir quel regard il a sur la MPB aujourd'hui, parce qu'on a l'impression qu'il y a eu un âge d'or, et bon, ça serait intéressant de nous dire un petit mot là-dessus. Concernant M. Pinheiro, ça serait intéressant aussi de savoir si sa bande dessinée elle est traduite au Brésil, parce qu'il y a vraiment un super décalage. Enfin, autant l'Argentine est un pays de bande dessinée, c'est vrai qu'au Brésil... on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, quoi. Hein. Et autre chose et tout, j'ai trouvé, là c'est plutôt une réflexion, donc le fait de rapprocher francophonie et lusophonie, c'est vraiment une spécificité, parce que quand on parle par exemple de pays anglophones ou de pays hispanophones, on ne parle pas d'hispanophonie ou d'anglophonie. Il y a vraiment donc une sorte de, et là c'est peut-être une question qui s'adresserait à Madame Brandon, de volontarisme d'État au niveau de la langue. Voilà. Qui voudrait... Il faut récupérer les micros. Oui, il y a toujours le micro là, c'est vrai. Qui veut commencer? Il y a 2 questions, peut-être pour... Oui, plus ciblées. Ouais. Alors, pour répondre, il faut faire... Ah, je préfère, oui, merci. Pour répondre à la question sur les audiolivres, c'est ça? Donc, oui, c'est quelque chose c'est arrivé pour quelques-uns de mes romans. J'en suis toujours extrêmement fier, mais le problème, c'est que les éditeurs ne jouent pas obligatoirement le jeu et ils sont très, très, très enthousiastes à l'idée qu'il y ait une adaptation ciné ou télé, parce qu'il y a de l'argent à gagner. En revanche, avec les audiolivres, il n'y a rien. Donc là, la dernière expérience que j'ai eue, c'est une dame qui s'occupe de la médiathèque, je peux dire le nom parce qu'il n'y a pas de Toulon, et qui m'a dit on a un cercle de prêteurs de voix et on adorerait mettre vos livres en audio. Est-ce que vous pourriez demander à votre éditeur combien ça coûterait? J'ai dit ça vous coûtera rien, faites-le. Je poserai même pas la question à mon éditeur parce que mais oui, c'est pour gagner 43 centimes d'euros en droit d'auteur et l'éditeur 4,30 €. Ça, je dis des chiffres tout à fait au hasard, mais c'est vraiment dans cet ordre d'idées. Donc je pense qu'on ne doit pas faire tout obligatoirement pour gagner quelque chose. L'acte gratuit, ça existe encore. Et je crois qu'il faudrait au contraire j'ai été pendant 4 ans membre du Centre national du livre et c'est une question qui n'a jamais été mise à l'honneur et je n'ai jamais donné de subvention ou eu l'occasion de donner des subventions pour le livre audio. Et je trouve ça extrêmement triste. Est-ce que vous avez eu vos ouvrages donc on passe à la question suivante, qui étaient... Alors pour les audiolivres, oui, pour le Brésil, c'est la même chose. Simplement, je voulais évoquer quelque chose. Bon, c'est essentiel cette prise de parole
pour la poésie, pour la secte dans laquelle je vis, les sectes de poètes. Et au Brésil, on a une tradition qu'on retrouve peu en France, la tradition des saraus, des joutes poétiques. Outre les joutes poétiques dans les périphéries, dans les banlieues de grandes villes, il y a une vraie tradition, peut-être qui vient aussi de l'ancestralité orale, de se dire de poèmes. Même si les gens n'aiment pas la poésie, on est toujours en train de transmettre. Mais pour les audiolivres plus particulièrement, au Brésil non plus, ça n'intéresse malheureusement personne. Voilà. Mais on a Internet pour ça. Moi, je même un TikTok. Je suis le gars le plus pénible, casse-pied du TikTok. Je prends caméra et je lis un poème. Voilà un audiolibre. Moi, je fais l'audiolibre aussi, en quelque sorte. Pour répondre pas à la question, mais à la réflexion de monsieur, je crois que c'est de notre responsabilité à nous qui écrivons, que ce soit sous forme journalistique, sous forme poétique, sous forme de BD ou roman graphique. Moi, j'espère qu'il y aura beaucoup et de plus en plus de romans graphiques ou simplement de romans. Je crois que c'est de notre responsabilité aussi de participer, encore une fois, avec toute l'humilité et la modestie que ça présuppose. Ça dépend de notre façon de nous comporter par rapport à la vraie vie. C'est-à-dire, là, pendant que vous me parliez de ça, je me revoyais en Angola. J'ai été invité en Angola. Évidemment, il n'y a pas de visa touristique. Donc, j'ai été invité par l'ancien consul français du consul ou attaché culturel, je ne sais plus, à Salvador, qui m'a dit, maintenant, je suis en Angola, est-ce que tu veux venir? Bien évidemment, je veux venir. Donc, j'y suis allé. Et je vais le faire le plus court possible. Il est venu me prendre à l'aéroport et il me dit, est-ce que tu as amené ton smoking? J'ai dit non, j'ai pas de smoking de toute façon. Il m'a dit, parce que ce soir, tu es invité au repas des femmes d'ambassadeurs. Je me suis dit, là, on commence à taper très très haut quand même. Donc, je me pointe avec, évidemment, tout le long du séjour, j'avais une série de conférences, j'avais 2 gardes du corps puissamment calibrés. Et donc, j'arrive au dîner des femmes d'ambassadeurs et je vois 200 femmes d'ambassadeurs, 200 ambassadeurs, tous blancs, tous habillés comme des sapins de Noël et avec des serveurs, tous nègres. Et j'emploie le mot de négritude, surtout dans le temple de l'université, pour ce qu'il est. On pourra en parler après. Pour moi, c'est l'un des plus beaux mots de la langue française et je refuse que qui que ce soit me l'enlève. Négritude, c'est quelque chose qui est une identité culturelle. Le noir, c'est qu'une couleur. Après, on pourra parler de René Maran, de Césaire, de qui vous voudrez, mais moi, j'aime ce mot. Et donc, bien évidemment, au bout de combien de plats, il devait y en avoir une dizaine, je m'ennuyais à la table de l'ambassadeur. Donc, je suis allé fumer une clope dehors, j'ai discuté avec les serveurs, avec les serveuses, et là, j'ai commencé à sentir battre le cœur de l'Angola. Très modestement, je suis d'accord avec vous, mais j'ai passé une quinzaine de jours là-bas et j'aurais pu tout à fait me contenter d'être dans l'hôtel très luxueux qui est en front de mer où on avait la possibilité d'avoir une chambre garnie, je vous laisse imaginer ce que ça peut supposer, ou alors de fausser compagnie à mes gardes du corps, et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai erré à Luanda, j'ai erré mais avec un plaisir absolu. Je parle un Brésilien avec un sotaque et avec un accent qui est très bizarre, donc je disais à tout le monde, non, je ne suis pas français, moi je suis brésilien, excusez-moi, j'ai fait un vol d'identité. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à rencontrer l'un des plus le nom m'échappe, j'ai aucune mémoire des noms, l'un des plus grands auteurs de théâtre qui m'a reçu dans un théâtre abandonné. Ensuite, je suis arrivé dans une église catholique, dans un endroit où il y avait absolument même pas de police, et là j'ai assisté à une messe tout à fait blanche, je dirais, immédiatement remplacée par une cérémonie qu'on appellerait de candomblé au Brésil. Et donc, pour moi, c'est ça, voyager. Et si je fais cette longue circonvolution, c'est juste pour dire qu'on a 2 façons de visiter les pays et donc de rendre l'âme de ces pays avec toute la modestie et les erreurs qu'on commet à chaque fois, bien évidemment. Mais il y a ceux qui voyagent, et là, je ne citerai pas de nom, ni d'auteur, ni d'éditeur, mais qui voyagent et qui sont ravis de voyager, mais dès qu'il s'agit de sortir de l'hôtel 5 étoiles, c'est hors de question. Et puis, il y a ceux qui, encore une fois, sont un peu inconscients, disent, moi, je vais
dans tous les lycées français que vous voulez, je vais rencontrer qui vous voulez, je suis quelqu'un, je vous promets. Au début, j'avais des problèmes avec le protocole, maintenant ça va, je sais parler à l'imparfait du subjonctif, ambassade, consulat, aucun problème, mais je leur demande toujours quelque chose, et j'arrêterai sur la fin de cette petite anecdote. J'étais à San Luis du Maranhão, justement, et j'avais demandé au consul, je lui avais dit, écoutez, moi je vais faire tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème, je suis là pour un séjour d'écriture, mais emmenez-moi, comme je le fais dans chacun de mes voyages, dans un endroit où l'éducation nationale ne va jamais. Donc ils se sont regardés comme à chaque fois, ils m'ont dit ok, on va vous envoyer dans un endroit. Donc le lendemain, j'avais une voiture blindée avec un chauffeur et un mec calibré, et je me suis retrouvé au fin fond, mais je sais même plus où c'est. C'était une route de latérite, il n'y avait pas de goudron, et on est arrivé devant un petit blocos où il y avait des barbelés, il y avait des miradors, il y avait des portes blindées, et jusque dans la cour du collège, chaque porte était blindée, chaque porte avait des tourniquets, et là, je vous promets que je vais essayer de ne pas pleurer, parce que vraiment, j'en pleure encore aujourd'hui. Les deux choses formidables qui me sont arrivées à ce moment-là, la première, c'est que pendant la nuit, les gamins avaient fait une espèce de fresque de 2 mètres sur 1 mètre 50, et qui disait l'amitié entre les peuples commence par nous. Et donc ils avaient dessiné ça. Le seul problème, c'est qu'ils l'avaient dessiné et peinte avec de la peinture pour la marine, qui est de la peinture qui pèse nanomort. Donc pour passer les 23 kilos au retour, j'ai eu beaucoup de problèmes, mais j'ai payé parce que je voulais le ramener chez moi. Et l'autre chose, c'est qu'à la récréation, je me suis retrouvé, je vous promets, je n'invente rien, il y avait une bouteille de jus de fruits et il y avait un paquet de biscuits pour à peu près 30 personnes. Et ils m'ont dit, voilà, c'est les élèves qui se sont cotisés qui vous offrent ça. Mais qu'est-ce que vous voulez, ne pas pleurer? Alors il y a deux façons de voir le monde, et après dans l'écriture, que ce soit de façon journalistique, poétique ou plus on va dire roman graphique, il y a ceux qui se contentent de voir le monde de façon à ne gêner personne, et puis je crois qu'il faut aller chercher, il faut partir à l'aventure. Sandrars encore une fois a écrit un recueil qui s'appelle La vie dangereuse, et je crois que notre rôle à nous, c'est pas de rester le cul passez-moi l'expression, sur un fauteuil à écrire en se prenant pour des génies, c'est d'aller à la rencontre de l'autre et d'aller dans toutes les strates. Et il n'y a que ça qui est intéressant. Dans les voyages, pour moi, il n'y a que ça qui est vraiment intéressant. Bon, pour les livres audio, il n'en est pas question pour les BD jusqu'à maintenant, mais ma foi, ce serait... Ah bon ? Ah d'accord, bah, je n'étais pas au courant là. Ah, des Astérix, bon voilà, c'est les BD qui dépassent tellement les frontières du monde de la BD je serais curieux de voir à quoi ça ressemble. Pour ce que vous disiez, monsieur, alors je suis content qu'on vous ait transmis un sentiment d'une construction possible au-delà des distances, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on est là. Je suis content aussi de vous avoir donné envie de vous intéresser peut-être un peu plus à la bande dessinée. Pour la question que vous posez, en BD, on n'est pas obligé d'être auteur de BD pour être auteur de BD d'une certaine manière. Je connais des duos, des tandems de collaboration où il y en a un qui arrive avec une idée. C'est ce qu'il faut au final pour commencer à écrire. Il faut avoir une idée ou une histoire à raconter, et puis l'envie de la raconter. Donc si on a ça, après, on peut se mettre en duo avec quelqu'un qui aurait plus mon profil à moi, c'est-à-dire qui va se charger de le mettre en image. Encore une fois, on reparle de la transition du texte à l'image, etc. Donc voilà, tout est possible, mais le monde éditorial, je pense que on le sait tous ici, est imprévisible, parfois impitoyable. Dans la BD aussi, faut s'accrocher, quoi. Hein, c'est pas, les choses se font pas facilement, mais il faut avoir envie. Donc bon, si vous avez envie, tout est possible, peut-être. Et par rapport à les traductions. Ouais. Donc effectivement, par rapport à l'Argentine, où il y a une tradition de la BD au Brésil, une tradition de la BD argentine, le Brésil n'a pas, à part Turma da Mônica dont on parlait tout à l'heure, il n'y a pas une tradition de la BD brésilienne qui soit aussi forte, aussi implantée, mais ça commence. Voilà, ça se développe petit à petit. Il y a même la nouvelle catégorie. Ouais, il y a le prix Jabuti qui récompense. Non, mais ça existe, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça n'existe pas. Moi, je vois ça de loin parce que je vis en France maintenant, mais je sais que les choses existent, continuent d'évoluer. Il y a effectivement Marcelo Quintanilha, qui est un honorable confrère très talentueux qui fait de la BD, qui a eu le Grand Prix à Angoulême il y a 2-3 ans, donc
c'est pas rien. Et pour ce qui est des traductions, les traductions de ce qu'on appelle donc les romans graphiques, c'est cette appellation un peu controversée, fourre-tout, mais donc ce qui serait la BD européenne moderne, ça se traduit assez peu au Brésil, hélas. Donc on va retrouver des grands succès de librairies, des best-sellers, quoi, mais je n'en fais pas partie, donc je n'ai jamais été traduit. Il en a été question, enfin il a fallu en être question à un moment donné, puis ça ne s'est pas fait. J'avais par contre une clause auprès de mon éditeur. Je lui ai dit, si un jour une traduction se fait, c'est moi qui la ferai. Voilà, dans ma quête éternelle du mot juste et de la phrase juste et tout, je me suis dit que de m'auto-traduire dans la langue de laquelle je suis parti pour y revenir, ça ressemblerait en quelque sorte à une conclusion dans cette quête qui me porte. Voilà. Je suis là. Pour les BD, il y a beaucoup de Brésiliens qui sont maintenant traduits en France. Il y a Quintanilha, bien sûr, mais récemment, il y a plusieurs. Ça commence vraiment. Donc, pour répondre au volontarisme d'État, oui, RFI, c'est un instrument de la francophonie. C'est une des missions des Radio France Internationale, c'est la diffusion de la langue française. Donc, et puis, il y a même des politiques en France qui ne comprennent pas ça. Pourquoi est-ce qu'on finance une radio qui parle en 16 langues et pas seulement en français? Donc, il y a des fois des petits problèmes politiques pour les financements des RFI, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment un instrument de la francophonie dans le monde. Ce même volontarisme n'existe pas encore par rapport à la lusophonie. Il y a la CPLP, mais on n'a pas les mêmes investissements. En France, le Portugais investit beaucoup dans l'apprentissage du portugais, que ce soit au collège, à l'université et dans d'autres structures, que là, du coup, je ne me rappelle pas. Le Brésil commence, il y a à Paris maintenant un lycée où on apprend les portugais du Brésil. Mais ça commence, c'est vraiment les tout débuts, on verra. On espère que ça va avoir les mêmes, la réciprocité, l'investissement que la France fait pour la diffusion du français, que les lusophones dans tous les pays de langue portugaise feront exactement la même chose pour la diffusion du portugais dans le monde. Pour répondre à votre question sur la MPB, c'est ça? Donc vous me demandez grosso modo ce que je pense de la MPB aujourd'hui? À peu près la même chose que ce que je pense de la chanson française actuelle. Voilà, c'est-à-dire c'est très bien l'ultra-mondialisation, c'est très bien l'inclusion, c'est très bien. Mais moi, je suis désolé, vous allez au Brésil, vous avez l'équivalent de Céline Dion, vous avez des Jules, vous avez des Maître Gims. Je pense que les pays aujourd'hui, mais c'est que mon avis de vieux con, mais je pense que les gens aujourd'hui veulent faire de la musique, en règle générale, les majors en tout cas, c'est pour gagner de l'argent, et je pense qu'on n'offre plus la possibilité. Alors tout le monde continue à créer, il y a des choses formidables qui se passent, mais de façon clandestine. Et aujourd'hui, moi, la MPB ne me fait plus rêver. Je suis désolé. Il reste, comme nous, on a encore Souchon, Woolsey, il reste encore Caetano, Gio, Chico. Il y a des jeunes, mais qui sont déjà cinquantenaires. C'est Teresa Christine, par exemple, que j'aime beaucoup. Il y a Gadou, qui est déjà une femme un peu âgée. Mais chez les jeunes, non, ils sont tous formés dans le même moule, ils font à peu près tous la même musique. Et je trouve ça d'une tristesse et d'une platitude absolue. Donc c'est pour ça que demain matin, pendant ma conférence, je vous parlerai de la nécessité d'avoir cette collection unique au monde sur la musique brésilienne, qui n'est pas des livres de référence, mais des romans qui incarnent justement ce qui manque peut-être aujourd'hui, des détonateurs. Oser être différent. Ça, non, aujourd'hui, c'est haram, comme disent les jeunes. C'est péché, il faut pas... Non, il faut que rien dépasse. On ne doit plus se regarder dans les yeux, on ne doit plus être fier de qui on est, on ne doit plus être fier de notre culture, on doit se fondre dans la masse. Moi, je dis non.
Je dis non, il faut prendre des risques, il faut essayer de faire, non pas de façon nationaliste, non pas de façon patriotique, mais faire de la musique différente, parce qu'on est tous nés sur un continent quel qu'il soit, on a tous eu les pieds dans notre humus, et c'est pas en singeant comme des abrutis ce qui se fait au nord des USA qu'on va pouvoir commencer à devenir intelligent. Sinon, les Américains seraient peut-être beaucoup plus intelligents que n'est l'est M. Trump. Mais ça n'engage que moi, bien évidemment.